Élections régionales et économie sociale et solidaire, c'est le tout premier débat politique entre les candidats aux élections régionales en Île-de-France que vous propose à l'instant même Mediatico.fr, le média qui redonne du sens à l'économie en vous parlant d'économie sociale et solidaire et de son actualité, et que vous propose aussi la CRES Île-de-France, bien sûr. Alors l'économie sociale et solidaire, d'abord ce sont des projets qui mettent leur modèle économique au service de l'utilité sociale, de la solidarité, de la protection de l'environnement, du bien commun. Et on en parle beaucoup de cette économie sociale et solidaire depuis un an maintenant, depuis le début de la crise sanitaire et économique qui creuse les inégalités, vous le savez, qui révèle aussi la forte solidarité des Français et qui interroge au fond notre modèle économique et notre projet de société. Alors merci à la CRES Île-de-France, la Chambre régionale de l'ESS en Île-de-France pour l'organisation de ce débat. Ici, nous sommes chez Espace. Espace, c'est un tiers-lieu dans le 13e arrondissement de Paris. Et ce débat, il va avoir lieu avec 5 candidats, tête de liste, presque tous tête de liste aux élections régionales en Île-de-France. Un débat qui va être diffusé sur le web, bien sûr, à partir de jeudi, par la CRES Île-de-France et par Mediatico.fr. Alors, on va retrouver dans une petite seconde nos candidats. Je vais juste d'abord préciser pour le public les règles de ce débat. D'abord, le placement des candidats et leur ordre d'intervention dépendent du tirage au sort auquel nous avons procédé juste avant l'ouverture de ce débat, en présence des candidats, bien sûr. Ensuite, je rappelle aux candidats que vous pouvez retirer le masque en parlant. Vous le remettrez lorsque vous ne parlez plus. Vous pouvez aussi choisir de garder votre masque si vous le souhaitez pendant toute la durée du débat. Ça, c'est à vous de le décider. Et la séance va se dérouler autour de 3 thématiques. Ce sera l'occasion pour les candidats de nous faire part de leurs propositions. Et chaque thème débutera par une vidéo d'interpellation d'un adhérent de la CRES Île-de-France. Et puis vous aurez à ce moment-là 2 minutes chacun pour répondre à cette interpellation. Et puis on aura une petite minute supplémentaire chacun pour entretenir un petit peu le débat. Et cela sur chacun des 3 thèmes. Et puis à la fin de l'émission, c'est le président de la CRES Île-de-France, Éric Forti, qui viendra vous interpeller en direct ici sur ce plateau. Je vois que tout le monde est prêt. On va donc pouvoir démarrer. Je vais inviter chaque candidate et chaque candidat dans l'ordre du tirage au sort à se présenter, en commençant par Laurent Saint-Martin. En 1 minute, vous allez vous présenter en répondant à cette question, la même question pour chacun d'entre vous. Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire ? Bien, bonjour à tous d'abord et merci pour cette invitation à ce débat. Si la question est la relation personnelle à ce qu'est l'économie sociale et solidaire, moi c'est d'abord une évolution de ce secteur que j'ai pu voir au fur et à mesure de ma vie, depuis mes études, où je me suis engagé en association, en ONG, sur les premières années de ma vie professionnelle, à la BPI, quand j'ai travaillé avec France Active, où j'ai pu suivre un certain nombre d'acteurs, et puis depuis que je suis parlementaire, et notamment rapporteur du budget, comme financeur, de manière générale, de ces segments de l'économie. Donc c'est d'abord une évolution, et puis très rapidement un constat qu'on peut faire, et notamment dans notre région, c'est qu'effectivement, l'ESS est plus résistante et plus résiliente, particulièrement en temps de crise. On le voit bien sur les chiffres des premiers mois de la crise que nous vivons. Mais c'est aussi un secteur qui est malheureusement dans notre région en faiblesse. On voit bien que le taux de salariat est 2 fois inférieur à celui du niveau national. On est à peu près à 7% contre 14% au niveau national. Donc c'est d'abord un constat que c'est insuffisant dans notre région et que si on considère que l'ESS est plus résistante et justement un vecteur de lien social, de progrès économique, de meilleure utilité sociale avant la profitabilité, ce qui est sa définition officielle, alors effectivement il faut que la région, le conseil régional, soit beaucoup plus dans l'accompagnement de l'ESS avec toutes les composantes juridiques qu'il compose. On reviendra probablement dans les détails entre les associations, les fondations, les sociétés commerciales, bref, tout ce qui fait, avec tous les secteurs, l'ESS dans son ensemble. Donc c'est d'abord... Merci. Pardon. Merci Laurent Saint-Martin. Oui, la minute est passée. Je vous remercie pour cette présentation. Clémentine Autain, vous êtes tête de liste également pour les élections régionales. Qu'est-ce que c'est pour vous que l'économie sociale et solidaire ? Oui, merci également pour l'invitation. Je suis donc candidate pour les Insoumis, les communistes, le Parti animaliste et la gauche démocratique et sociale. Et je veux dire ici que je pense que le débat que nous avons est assez fondamental parce que
nous avons vécu cette crise sanitaire qui, normalement, a dû un peu bousculer les normes avec lesquelles on regarde la région et son modèle de développement. Et que l'économie sociale et solidaire est, au fond, un point d'appui considérable pour, non pas relancer l'économie comme elle était avant, mais pour bifurquer dans un modèle qui soit un modèle durable, soutenable et qui permette de répondre aux besoins véritables des habitants. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse dans l'économie sociale et solidaire, c'est qu'il n'est pas tourné vers la recherche du gain et de la rentabilité, mais bien la satisfaction des besoins et l'utilité sociale. Et que deuxièmement, il cherche aussi à associer les salariés et les associés à la décision dans l'entreprise. Et c'est un modèle qui me paraît être un modèle beaucoup plus vertueux pour l'avenir de notre région. Et on va en parler pendant une heure. Merci Clémentine Autain. Julien Bayou, tête de liste également. L'économie sociale et solidaire, pour vous, c'est quoi ? Merci pour l'invitation. Merci à la CRES et à Mediatico. Je suis Julien Bayou, tête de liste du rassemblement de 7 partis écologistes et de gauche pour les prochaines régionales. Je suis pleinement engagé sur l'économie sociale et solidaire. Pour moi, finalement, c'est synonyme de l'économie au service du bien commun. C'est un outil de réponse aux différentes crises qui aujourd'hui se croisent, la crise économique, la crise sanitaire, la crise écologique, la crise sociale et même la crise de sens. Et donc moi, j'ai été depuis 10 ans plein soutien de l'économie sociale et solidaire au sein du conseil régional. J'étais même administrateur de l'atelier avant que Valérie Pécresse ne le supprime. Et à titre personnel, engagé pour le commerce équitable aux côtés de Max Havelaar, d'Artisans du Monde, ayant travaillé pour Coordination Sud, la fédération des ONG, ayant moi-même créé ma SCOP, et je salue l'accompagnement de l'URSCOP à l'époque, j'ai pu travailler pour le CRID, pour le CCFD, pour Éthique sur l'étiquette. J'y crois. Et demain, en tant que président de région, avec Benoît Hamon, qui est sur ma liste, nous voulons travailler à une stratégie régionale de mise à l'échelle de l'économie sociale et solidaire. Et pour cela, il y aura une vice-présidence à l'économie sociale et solidaire au sein de mon exécutif. C'est déjà un premier engagement. Merci Julien Bayou. Alexandra Dublanche, vous n'êtes pas tête de liste sur une liste électorale aux élections régionales. Pourquoi ? Alors bonjour, Alexandra Dublanche, je suis vice-présidente de la région, en charge de l'économie sociale et solidaire, entre autres, et je fais partie du collectif Île-de-France Rassemblée, qui soutient l'action de Valérie Pécresse, et Valérie Pécresse qui n'est pas là, puisque c'est un débat des candidats, et qu'elle n'est pas candidate. Elle n'est pas candidate, mais en fait, vous soutenez la candidate qui n'est pas candidate. Je soutiens son action, en tout cas. Je voudrais m'exprimer sur ce sujet si important. Effectivement, on est à un basculement en ce moment, avec des murs qui sont en train de tomber entre un monde économique, un hémisphère économique et un hémisphère social et environnemental. Cela fait plusieurs années que nous, on pousse, on n'essaie pas d'opposer comme certains deux mondes qui avanceraient en parallèle, le monde de l'économie et le monde du social et de l'environnemental et du solidaire, mais on essaye d'infuser les solutions de l'ESS dans l'économie. Il faut également accompagner toute l'économie plus traditionnelle, vers plus de durabilité, vers plus de solidarité. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On a massivement aidé l'économie sociale et solidaire pendant la crise, en créant des outils spécifiques comme le Fonds Résilience. Même si l'État, parfois, nous a mis un petit peu des bâtons dans les roues, on y est arrivé. On a mis 150 millions d'euros qui ont bénéficié massivement à l'économie sociale et solidaire. On aide aussi l'économie sociale et solidaire en poussant les marchés publics, en donnant accès à ces structures beaucoup plus aux marchés publics. C'est ce qu'on fait. Et également, en les faisant passer à l'échelle via des accélérateurs pour essaimer toutes ces solutions sur tous les territoires de l'Île-de-France. Merci Alexandra Dublanche. On va évidemment avoir l'occasion d'y revenir pendant ce débat. Audrey Pulvar, vous êtes la 5e candidate sur cette table ronde à prendre la parole. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous que l'économie sociale et solidaire ? Alors moi, je suis effectivement vraiment tête de liste, comme 4 d'entre nous ici, et pas en tant que représentante de qui que ce soit, si ce n'est de ceux et celles qui m'ont rejoint dans le rassemblement Île-de-France en commun. Je suis aujourd'hui adjointe à la maire de Paris, chargée des questions d'agriculture, d'alimentation durable et de circuits courts de proximité, et à la tête d'Île-de-France en commun, qui est un rassemblement de 5 partis de la gauche écologiste et de citoyens et de citoyennes engagés. Et l'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est une grande partie de la solution. D'abord, c'est un vrai secteur économique, c'est un acteur de l'économie, et ce n'est pas juste des gens sympathiques qui sont dans le flower power. C'est une vraie activité économique, et puis c'est une partie de la solution face à l'enjeu de l'urgence climatique et des inégalités qui l'aggravent. L'économie sociale et solidaire, c'est du produire proche, c'est du produire local, c'est de l'employabilité inclusive, c'est de l'emploi non délocalisable, c'est du lien social, c'est remettre dans nos vies de l'essentiel, du proche, de l'être plutôt que de l'avoir. Et puis c'est évidemment
toute une réflexion sur les transformations que nous devons mettre en œuvre pour faire face de façon solidaire et efficace à l'urgence climatique. Merci Audrey Pulvar, merci à tous les 5 pour ce premier tour de présentation. Je vous propose maintenant d'ouvrir ce débat avec notre premier thème qui est celui de la culture. Alors Paris Région nous dit que la culture, c'est 300 000 salariés en Île-de-France, de la musique, du cinéma, du théâtre, des librairies, des musées, mais aussi du spectacle vivant, de la photographie, des plasticiens et j'en passe, évidemment, on ne peut pas citer tout le monde, mais beaucoup sont constitués sous forme associative, ce qui souligne le fait que les associations sont vraiment des acteurs économiques et la culture est une vraie filière économique, sauf que c'est une filière en souffrance, j'ai même envie de dire en très grande souffrance aujourd'hui, au bout d'un an. Écoutez Gaëlle Ferval, elle est chargée de communication et de projet à l'UFISC et elle vous interpelle avec cette vidéo. Bonjour, je suis Gaëlle Ferval, je travaille à l'UFISC, Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui est une fédération professionnelle nationale qui représente plus de 2500 structures sur le territoire et plus de 800 en région francilienne. La situation sanitaire actuelle renforce les inégalités et fragilise encore plus les structures artistiques et culturelles, déjà confrontées à un contexte particulier en région Île-de-France, du fait de la concentration des structures et des moyens, de problématiques foncières assez importantes et très spécifiques. Il nous semble indispensable de mettre en place des dispositifs de soutien et d'accompagnement adaptés à la diversité. En effet, la plupart des structures ne sont pas concernées par les mesures de relance qui ont été annoncées précédemment. Ça ne prend pas du tout en compte la pluralité de leurs activités et leurs spécificités. Nous savons que la coopération est un levier essentiel pour permettre aux structures de s'auto-organiser et de mettre en place des outils de coopération, notamment financières, comme des fonds de trésorerie. Et il nous semble indispensable que la région Île-de-France joue un rôle en soutenant ce type de pratique. Il nous semble aussi indispensable de restaurer une relation de confiance entre les collectivités territoriales, la région, les acteurs et pourquoi pas les citoyens dans une relation de co-construction de l'action publique et de redéfinition des politiques culturelles. Les acteurs culturels ont besoin de pouvoir accéder aux dispositifs de manière la plus simplifiée possible, notamment dans cette période très particulière où 34 000 emplois sont aujourd'hui menacés sur la région francilienne dans les associations culturelles et nous attendons un véritable plan de revitalisation pour tout l'écosystème culturel francilien. Merci Gaëlle Ferval donc de l'UFISC et elle vous interpelle effectivement sur ce que vous comptez faire demain pour la filière culturelle et j'ai envie de poser la première question à Alexandra Dublanche parce qu'elle représente l'exécutif régional sortant. Alexandra Dublanche, vous avez entendu donc cette interpellation. Comment est-ce que vous comptez relancer cette filière culturelle si durement frappée et en même temps, elle le dit, si hétéroclite ? Alors moi, je comprends la souffrance de Madame Ferval qui est exprimée par Madame Ferval. On a eu des structures ESS très résilientes pendant la crise, mais des secteurs très touchés, comme la culture, comme le sport. Et c'est vrai qu'avec Valérie Pécresse, on s'était engagé au début du mandat, avant même cette crise, d'augmenter massivement le budget de la culture de 20%. Finalement, on l'a augmenté de 45%. On est à peu près à 500 millions d'euros en un peu plus de 5 ans pour la culture. Et notamment le spectacle vivant. En investissement tout confondu. On a augmenté de 45% ce budget, même si d'autres essayent de faire croire le contraire. Et donc, on s'est aussi mobilisé beaucoup pendant la crise. Madame parle de dispositifs ad hoc. Effectivement, les dispositifs de relance au niveau national ont eu parfois des trous dans la raquette qu'on a essayé de combler. Je reviens à ce fonds résilience qui a permis d'aider les associations, notamment. C'est un fonds résilience qu'on a d'ailleurs confié à France Active, qui est spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, pour qu'ils aillent chercher toutes ces associations qui sont moins habituées à aller demander des fonds publics. Ça a permis de sauvegarder 30 000 emplois et de sauver 7 000 structures. Donc la culture en a bénéficié. Puis on a mis des dispositifs ad hoc, avec Florence Portelli, qui est vice-présidente à la culture, un fonds d'urgence de 20 millions d'euros. Et après, pour combler les pertes de trésorerie, typiquement de billetterie, de tous les commerces culturels, les pertes d'exploitation également, et aussi pour tous les investissements pour se préparer à la réouverture que nous espérons tous. Et en même temps, on sait que les trous dans la raquette, ils existent partout. Beaucoup de structures culturelles et associatives en général, même en dehors de la culture, n'ont pas pu bénéficier des dispositifs de soutien. Elle vous le dit, on est trop hétéroclite, on a des activités trop disparates. Alors nous, on est toujours à l'écoute, effectivement, de pouvoir faire évoluer ces dispositifs. On l'a beaucoup fait d'ailleurs avec la CRES pendant cette crise. Au fur et à mesure, on faisait évoluer pour répondre aux besoins, en montant aussi des spécificités ad hoc. Et puis, il faut penser aussi à préparer l'avenir. Par exemple, on est la seule collectivité à aider
aider le Grand Concert Test Arena, qui va permettre de tester les dispositifs de réouverture. On est aussi en train de préparer l'été culturel avec le soutien à plus de 3000 événements culturels en Ile-de-France. Donc il faut anticiper l'avenir. Ça sera cet été. Et donc on a déjà voté les budgets pour soutenir tous ces événements. Merci Alexandra Dublanche. Clémentine Autain, j'aimerais savoir moi comment la gauche de la gauche entend soutenir la relance de cette filière économique qui n'est pas qu'une filière associative, évidemment. Il y a aussi des entreprises culturelles derrière la filière culturelle. Merci. La gauche, c'est pas mal déjà. Ça suffit comme définition, je pense, par les temps qui courent. Et si elle est écologiste, elle me paraît être d'une gauche conséquente. Bref, pour répondre d'abord peut-être à l'interpellation, dire un mot du carnage, parce que le carnage dans le monde culturel est lié évidemment à la crise sanitaire, mais aussi à la gestion du gouvernement, en faisant le choix de considérer que la culture n'était pas essentielle, et avec une fermeture totale depuis un an, et qui met non seulement les personnes qui travaillent dans le monde culturel dans un état tragique, mais aussi nous toutes et tous, parce que nous sommes pas simplement des homo economicus, nous avons besoin de la culture pour ressentir, pour partager, pour se projeter. Donc déjà, poser le fait que la culture est essentielle est un point de vue politique très important qui doit se traduire dans les chiffres. Et là, évidemment, j'ai un désaccord complet avec cette augmentation complètement irréelle de 45%. Oui, les chiffres sont têtus et vous avez promis 20%. Et rien que pour l'année 2021, il y a eu une baisse de 7%. Et quand on regarde ce qui est dépensé par habitant en Ile-de-France, on se rend compte qu'on est à un niveau qui nous place juste derrière le plus mauvais de la classe en termes de région, c'est-à-dire Auvergne-Rhône-Alpes avec Laurent Wauquiez. Donc nous ne sommes pas du tout en bonne situation. Il faut infléchir la trajectoire et faire en sorte qu'on investisse, que la région Île-de-France investisse sérieusement dans la culture. Première chose. Deuxième point. Ça veut dire quoi, juste préciser, investir dans la culture, ça veut dire quoi? Ça veut dire soutenir des emplois, ça veut dire créer des structures, ça veut dire... Je vais venir sur des propositions concrètes, mais il faut dire le sens, peut-être avant. Et dans le sens, il y a des choix qui sont faits, qui ont été faits par Valérie Pécresse, d'investir d'abord dans le patrimoine, avant le spectacle vivant, par exemple. Ce choix-là, pour moi, est très contestable. Il faut d'abord investir dans les arts et la culture qui sont vivants et qui permettent d'abord, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper du patrimoine, mais en termes de choix, ça me paraît très important. Il vous reste 20 secondes. Très important. Alors en 20 secondes, dire quelques mesures. D'abord, création d'un SAMU culturel pour notamment les petites structures, pour qu'elles puissent en urgence appeler la région et bénéficier d'une aide. Deuxièmement, je pense qu'il faut urgemment être capable de s'occuper du foncier. Comme ça a été dit, la question du foncier des lieux est très importante et la région peut tout à fait être acteur. Il faut investir dans l'éducation artistique et les médiateurs sociaux parce que la région a sabré considérablement dans ces métiers-là. Donc tout ça me paraît absolument problématique. Et enfin, il faut lutter sur la question de la complexité, je le crois, parce que là, aujourd'hui, c'est une usine à gaz et pas simplement la région. Et on a à chaque fois des projets qui font que les acteurs qui travaillent dans le monde culturel sont avant tout obligés d'être capables de remplir d'énormes dossiers très complexes, avec des objectifs très complexes, et qu'ils y passent parfois plus de temps que du temps dédié à la création. Donc ça, c'est un enjeu qu'il faut travailler avec celles et ceux qui sont sur le terrain pour simplifier les démarches et sécuriser les structures, et notamment les petites structures, parce que Mme Pécresse a beaucoup favorisé les grandes structures. Merci Clémentine Autain. Vous avez mordu sur votre temps de parole de la minute complémentaire. Je vais m'adresser maintenant à Julien Bayou. Julien Bayou, vous étiez sur les marches du théâtre de l'Odéon mi-mars pour soutenir les acteurs du secteur, les acteurs du secteur du théâtre en particulier, pour soutenir le secteur de la culture en général. Vous avez tenu un discours devant eux. J'aimerais savoir quels actes vous allez prendre si vous êtes demain à la tête de la région Île-de-France pour soutenir le secteur culturel, et profitez-en pour répondre à Gaël Ferval. Merci. Alors vraiment, il faudrait beaucoup plus de 2 minutes pour expliquer en quoi la culture est un bien essentiel. C'est aussi pour ça que je suis allé soutenir le monde culturel à l'Odéon plusieurs fois. J'y étais encore la semaine dernière aux côtés de Frédéric Ocard. C'est un impensé du plan adjoint à la maire de Paris. C'est un impensé du plan de relance, et il y a aujourd'hui une mise en danger mortelle du monde de la culture, et qui est amplifiée par les questions, les réformes injustes de l'assurance chômage, ou le fait que le gouvernement refuse de prolonger l'année blanche. Donc je soutiens pleinement les revendications qui sont portées par les acteurs à Odéon, pour aller très très vite sur la question, mais à la serpe, sur les questions de nos propositions, même si, encore une fois, ça mériterait beaucoup plus de temps.
plan de sauvegarde dès cet été pour le monde de la culture. Ça passe par la relance du monde du spectacle et notamment un soutien financier immédiat. Ça passe par organiser un calendrier de reprise avec tous les acteurs du monde culturel. Ça passe par la mise à disposition de salles de répétition pour organiser cette reprise et le développement partout où c'est possible de la culture en plein air. Une fois la crise passée, nous organiserons les assises de la culture pour faciliter la liberté de la création, l'égalité des territoires et travailler sur cette complémentarité entre les acteurs culturels et la région qui doit les soutenir. Sur l'éducation artistique et culturelle, nous voulons monter le budget à 5 millions d'euros par an. Au lieu de... Aujourd'hui, il est malheureusement trop bas. Et l'enjeu, c'est également d'aller proposer des chèques culture pour notamment les familles populaires, pour pouvoir aller justement plutôt chez le libraire que chez Amazon. Accompagner également certaines filières, je pense au cinéma, dans leur transition écologique avec des ressourceries du cinéma et reprendre ce système des fabriques de la culture qui fonctionnait bien, que malheureusement Valérie Pécresse a abandonné. C'est l'idée de profiter de l'intercalaire, les bâtiments qui sont entre deux affectations ou les bureaux vacants, et mobiliser l'établissement public foncier d'Île-de-France ou l'Agence des espaces verts pour offrir des lieux de répétition au monde de la culture. Et si j'ai 30 secondes sur le monde associatif en général, eh bien, moi qui étais employeur associatif, nous voulons rétablir les emplois tremplins que Valérie Pécresse a supprimés, 30 000 emplois tremplins sur le mandat prochain pour l'environnement, pour le monde de la culture, pour l'économie sociale et solidaire. En finir avec la logique des appels d'offres qui met en concurrence les associations et aider l'ESS et les associations pour leur objet social. Et enfin, un soutien et un accompagnement pour aller décrocher ces fonds européens que Valérie Pécresse a si mal gérés. Merci Julien Bayou. Audrey Pulvar, les aides, Gaël Ferval le dit, elles semblent mal ciblées au fond. Les aides financières au secteur culturel semblent mal ciblées puisque les acteurs ont du mal à y recourir. Comment est-ce que vous, si vous êtes demain à la tête de la région Île-de-France, vous comptez faire pour éviter ces fameux trous dans la raquette dont parlait aussi Alexandra Dublanche tout à l'heure ? Je pense que la grande difficulté, c'est effectivement, et vous l'avez souligné, la multiplicité des situations, la multiplicité des statuts, et on le connaît bien, ce problème dans l'économie sociale et solidaire, des statuts juridiques différents, des types de contrats très disparates. Et dans la culture en particulier, c'est particulièrement visible, et ça ne concerne pas d'ailleurs que le monde de la culture au sens où on l'entend, les théâtres, les musées, etc., mais aussi tous ceux qui pratiquent la culture en amateur, qu'il faut également aider, parce qu'elles et eux aussi sont dans des situations extrêmement périlleuses du fait de la crise que nous connaissons depuis un an, dont on n'est pas sorti. Et donc quand on parle de après la crise, moi je voudrais juste qu'on s'intéresse à ce qui se passe déjà aujourd'hui, mettre vraiment la culture au centre de nos préoccupations, en faire un bien et un bien et un moyen d'ailleurs d'éducation notamment essentiel, et considérer que la culture, c'est une myriade de métiers afférents. Ce sont beaucoup de structures d'économie sociale et solidaire. Je pense par exemple, et Julien l'évoquait à l'instant, à tout ce qui concerne le réemploi, l'économie circulaire, le réemploi de décors de théâtre, les économies d'énergie dans les bâtiments culturels, le réemploi de décors de cinéma ou de toute une série d'objets, de matériaux qui sont utilisés par les troupes, par les groupes culturels, et qui peuvent entrer, grâce à des structures de SS, dans la grande famille de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire. Sur l'éducation et la culture, secondes. Très rapidement, vous dire que nous voulons absolument que la culture ait toute sa place dans l'éducation et dans les lycées, qui sont de la responsabilité de la région, avec la création d'un orchestre et d'une troupe de théâtre dans chaque lycée francilien. Merci Audrey Pulvar. Laurent Saint-Martin, le micro est à vous. J'aimerais donc bien sûr que vous répondiez à l'interpellation de Gaël Ferval. J'aimerais aussi que vous nous disiez si vous pensez que pour éviter les trous dans la raquette, le recours au fonds européen vous paraît une bonne idée, et si oui, comment est-ce qu'on fait pour y recourir ? Oui, je vais vous répondre là-dessus. Si vous me donnez d'abord 20 secondes sur mon temps pour rebondir sur ce que disait Madame Dublanche, qui est très important, sur la vision qu'on a de l'ESS par rapport à l'économie classique. Sur votre intervention précédente, vous louez finalement une sorte d'encastrement de l'ESS dans l'économie classique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de vice-présidence à l'ESS, c'est d'ailleurs pour ça que vos outils sont généralistes et ne sont pas spécifiques sur l'ESS. Moi, j'ai évolué là-dessus et je pense l'inverse aujourd'hui. Je pense que justement, si l'ESS
est considérée comme une économie à part, mais à part entière, c'est précisément parce qu'elle apporte un certain nombre de progrès et d'utilités sociales que ne peut pas apporter l'économie dite classique. Et là, je pense que je me suis permis de m'arrêter d'abord là-dessus parce que c'est une différence de vue qui est fondamentale derrière dans les solutions qu'on va apporter chacune et chacun dans cette campagne. Pour revenir d'abord au témoignage de Madame. Le hasard veut que juste avant, j'étais en visioconférence avec tous les acteurs des festivals en tant que rapporteur général du budget à l'Assemblée. Ce qu'ils nous disent d'abord, et je dis ça à ma collègue députée, ce qu'ils nous disent d'abord, c'est qu'ils ont conscience de, je dirais pas la chance, vu les conditions sanitaires extraordinairement douloureuses pour eux, mais le fait qu'on soit dans un pays qui protège nos artistes et qui protège le monde de la culture à ce point-là. L'année blanche complémentaire qui a effectivement eu lieu l'an dernier, je ne vais pas revenir sur tous les crédits budgétaires qui ont été avec les collectivités, je le reconnais, et la mairie de Paris également, mais le soutien qui est fait au secteur culturel pendant cette crise est massif, donc ne laissons pas entendre l'inverse. Maintenant l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait pour ces petites associations ou effectivement les structures de SS liées à la culture ou au sport aussi? Il ne faut pas oublier le monde du sport. D'abord, il n'y a pas que les événements. Vous avez aussi tout l'aspect éducatif, vous avez tout l'aspect production, vous avez toute une myriade d'acteurs dans la chaîne qu'il faut accompagner. C'est ça souvent qui est dur et c'est ça qui rend disparate et hétérogène, comme le disait la dame qui témoignait, et qui rend si difficile un accompagnement précis. Et au-delà des mesures d'argent, de fonds, d'initiatives, on se remettra tous d'accord qu'il faut toujours faire plus pour les accompagner, et moi le premier. Mais je crois que ce qui manque profondément aujourd'hui dans l'accompagnement d'une collectivité comme la région, c'est cette agilité pour pouvoir saisir les différences et les spécificités entre chaque acteur. Et cette agilité-là, elle doit s'appuyer sur des acteurs comme la CRES, typiquement, qui eux ont une vision de chacun des acteurs. Et je réponds juste à votre question sur les fonds européens, mais on aura l'occasion d'en reparler largement dans cette campagne. Évidemment qu'ils sont complètement sous-exploités, sous-dotés, sous-captés d'abord, et puis sous-exécutés. Là, évidemment, la région Île-de-France, par rapport à la promesse de 2015 de Mme Pécresse, est totalement en retard sur la bonne exécution et la bonne optimisation des fonds européens. Merci Laurent Saint-Martin. Audrey Pulvar, vous voulez réagir? Je voulais juste réagir très très rapidement aux propos de Laurent Saint-Martin à l'instant. Donc j'espère, puisque vous êtes très concernés par ce qui se passe dans le secteur culturel, que vous allez, comme le réclament les intermittents, les jeunes étudiants en spectacle qui occupent une centaine de théâtres et de lieux culturels en France, que vous allez pérenniser cette année blanche et que vous allez faciliter l'entrée pour les jeunes dans le statut d'intermittence. Et puis évidemment, sur la question, vous parliez tout à l'heure des fonds européens, évidemment qu'il faut aussi mobiliser les fonds européens. Et d'ailleurs, un de nos engagements, c'est à la fois de créer une vice-présidence sur l'économie sociale et solidaire, mais aussi sur les fonds européens. C'est un engagement que j'ai pris déjà, et je crois que Julien Bayou également, probablement Clémentine Autain, aux côtés du collectif Sauvons l'Europe. D'abord parce que ce sont des avances, oui, mais le rôle de la région, c'est justement... Les structures de l'ESS doivent avancer les crédits, se faire rembourser dans 3 ans, absolument. Et que le dossier... Et c'est une difficulté pour l'ESS, c'est une difficulté pour des agriculteurs, par exemple, qui veulent se convertir à une agriculture moins prédatrice pour l'environnement et moins destructrice de la biodiversité. Il y a toujours cette difficulté du temps entre le moment où, déjà, le temps de monter un dossier, donc le temps où il est prévu que des fonds vous soient versés et le moment où ces fonds arrivent. Eh bien, justement, le rôle de la région, c'est d'accompagner les acteurs de l'ESS et d'autres secteurs, d'accompagner avec de l'expertise, avec du coportage de dossiers, avec des fonds d'amorçage qui permettent de compenser ce délai de 3 ans, souvent 2-3 ans, entre le moment où vous savez que vous allez recevoir des fonds et le moment où les fonds arrivent effectivement. Et ça, une vice-présidence dédiée aux affaires européennes et une vice-présidence dédiée à l'écologie sociale et solidaire, avec un vrai budget, pas juste de l'affichage, avec un vrai budget et de vrais dispositifs, je pense que ça peut aider. Merci Audrey Pulvar. Alexandra Dublanche, vous avez été interpellée pas seulement par Gaël Ferval de l'UFISC, mais aussi par les autres candidats. Et évidemment, votre rôle, il est particulier parce que vous êtes l'exécutif sortant, donc vous avez un bilan à faire valoir et il est plus facile de vous attaquer. Mais je veux bien vous entendre. Et j'aimerais aussi savoir si vous considérez que la subvention fait partie intégrante du modèle économique du monde culturel.
C'est une question clé dans l'ESS. Alors, effectivement, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu, on a l'impression que la culture serait le privilège de certaines tendances politiques et pas d'autres. Et donc, du coup, la gauche a toujours du mal à entendre qu'on avance pragmatiquement sur la question de la culture avec des chiffres, effectivement, qui sont têtus, qui ne mentent pas, et des augmentations sur le spectacle vivant. Notamment, nous avons multiplié par 2 les moyens pour le spectacle vivant. Après, on sait, évidemment, on reste humble, qu'il y a de grandes difficultés du secteur culturel. Je vois aussi la méconnaissance de certains candidats des dispositifs régionaux. Monsieur Saint-Martin, vous dites qu'il n'y a pas de dispositif ad hoc. Ben si, je suis désolée, il y a un accélérateur ESS. Si, vous avez dit que je voulais encastrer l'ESS dans l'économie. Je finis. On a un fonds d'investissement d'ailleurs qui a beaucoup aidé sur les SCOP et les SIC sur la reprise, qui investit notamment dans ces structures-là, et on y croit beaucoup pour la relance. On a également créé un dispositif spécifique PMUP ESS. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il y a ces dispositifs ad hoc, mais qu'il faut que les solutions de l'ESS infusent dans toute l'économie. Il faut que les grands groupes se convertissent aussi à ces questions-là. Et donc maintenant, on demande toujours des contreparties RSE lorsqu'on attribue des subventions à des grands groupes. Donc là-dessus, on avance. Sur les fonds européens, moi j'ai toujours du mal à entendre de nos prédécesseurs qui ont perdu des millions d'euros chaque année des fonds européens parce qu'ils n'allaient pas les chercher. On a tout remis à plat depuis qu'on est arrivé. Et maintenant, on arrive à aller chercher ces fonds européens. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec la culture, mais récemment, on est allé chercher des fonds européens pour installer des lits de réanimation dans les hôpitaux d'Île-de-France. Donc on est capable d'aller chercher ces fonds européens. Et donc je voudrais juste conclure en disant qu'un mensonge 1000 fois répété, ça n'en fait pas une vérité. Et donc il faut admettre ce qui est fait. Nous, on veut continuer évidemment à avancer, on veut redoubler d'efforts parce qu'on connaît les difficultés de ce secteur comme d'autres d'ailleurs, et donc on sera à leur côté. Merci Alexandra Dublanche. Alors, toutes les deux, Audrey Pulvar et Alexandra Dublanche, sur la minute que je vous ai accordée, vous en avez pris 2. Donc, je propose qu'on rallonge de 30-45 secondes pour à la fois Julien Bayou, Clémentine Autain et Laurent Saint-Martin. Merci. Écoutez, là, c'est quand même un peu trop facile, à la fois pour les représentants de l'exécutif et pour les représentants de la majorité au niveau présidentiel. C'est trop facile. On va être factuel. Valérie Pécresse, quand elle est arrivée, elle a supprimé les emplois tremplins. Elle a baissé depuis 2016 40% le budget à l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est une saignée. C'était 4,2 en 2020 et c'était 7 millions en 2016. Et elle a divisé par 2 le budget de soutien aux associations. Donc voilà la réalité. Donc maintenant, des gens qui viennent vous dire que l'associatif et l'économie sociale et solidaire, c'est super, en fait, il faut juste regarder les faits. Sur les fonds européens, on va être factuel. La Commission européenne vous a épinglé parmi toutes les autres régions d'Europe comme la pire en matière de gestion. La pire. Non, la pire. C'est-à-dire qu'il y a la Bulgarie, il y a la Pologne, il y a l'Italie, il y a tout ce que vous voulez. C'est la région Île-de-France qui s'est fait épingler pour la pire gestion, avec des dépenses jusqu'à 100% inéligibles, au point que la région a dû financer pour protéger les entreprises qu'elle a failli mettre en faillite. Vous pouvez sourcer cette information. C'était quand et c'était quel type de Commission européenne en 2018 épinglée. Et je peux d'ici là vous trouver la source. Catégorie 4, pire gestion d'Europe. Et enfin, monsieur Laurent Saint-Martin, écoutez-moi, par ailleurs, on n'a pas jamais entendu Valérie Pécresse sur les revendications de l'Odéon. Oui ou non, la prolongation de l'année blanche? Oui ou non, cette réforme de l'assurance chômage est-elle injuste? Même question à monsieur Laurent Saint-Martin, vous intervenez après moi. Si vous voulez soutenir le monde de la culture, prolongez l'année blanche. C'est en votre pouvoir. Et vous êtes rapporteur du budget. Il y a beaucoup de ministres qui sont moins influents que le rapporteur du budget. Toutes les promesses que vous allez nous faire là, il aurait suffi d'un amendement. Votre police régionale, le soutien à la culture, il aurait suffi d'un amendement. Vous ne l'avez pas fait. Je crois que tout ce que vous allez nous proposer aujourd'hui relève de la tartufferie. Merci Julien Bayou. Clémentine Autain, Julien Saint-Martin, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Julien Saint-Martin, Laurent Saint-Martin, pardon. Je vais répondre dans l'ordre, si vous me le permettez. Donc, effectivement, Audrey Pulvar, et ça rejoint la question de Julien Bayou sur l'année blanche des intermittents, puisque effectivement, c'est un sujet étatique et pas régional, mais puisque vous m'interpellez, je vais vous répondre. Ma position là-dessus, elle est très claire. C'est qu'à partir du moment où les conditions d'empêchement de travail ont été identiques à l'année N-1, alors à ce moment-là, il faut que les solutions d'aide soient identiques à l'année N. Je garderai toujours cette position. Vous voyez bien que la situation n'a pas changé entre 2021 et 2020. Juste une petite parenthèse sur effectivement le projet de loi de finances rectificative qui arrivera à l'Assemblée probablement à l'été. Et je défendrai effectivement l'année blanche pour les intermittents à partir du moment où ils n'auront pas pu rouvrir pour pouvoir financer tout le manque qui les a empêchés de travailler pendant la dernière année. Je l'ai toujours dit. Et de manière générale, tout ce
de manière générale, tout ce que les gens n'ont pas pu gagner, quel que soit leur métier, et toutes les aides qui ont déjà existé devront être réappliquées sur l'année. Là-dessus, comptez sur moi pour garder... Bon, j'ai quand même été interpellé sur une chose, juste, M. Bayou, j'espère c'est pertinemment qu'un rapporteur du budget s'occupe du budget de l'État et pas du budget de la région. Donc quand je ferai des propositions pour la campagne régionale au niveau du budget de la région, j'espère que vous ne me demanderez pas de le voter à l'Assemblée nationale, ça serait quand même assez baroque. C'est bien vous qui avez baissé les dotations aux collectivités territoriales. La parole est à Clémentine Autain. Nous n'avons pas eu votre réponse sur la réforme de l'assurance chômage. C'est dommage parce que c'est assez... Si, à l'instant par Julien Bayou, et c'est très important. C'est très important parce que la déstructuration, la détérioration du Code du travail, encore une fois, non mais je veux dire, c'est dramatique pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui subissent les effets de la crise. Je renchéris également par rapport au budget de l'économie sociale et solidaire. En 2015, c'était 2 millions d'euros pour la région. Et en 2021, c'est 1,3 million d'euros. Et en plus de tout ça, vous avez eu des transferts de cette ligne qui, chaque année, sont passés vers d'autres dispositifs. Et je veux prendre un exemple. Vous parlez des lits d'hôpitaux. Et je veux prendre un autre exemple, celui des Fab Labs. Vous savez que pendant le premier confinement, beaucoup de Fab Labs en Ile-de-France, et notamment ceux Makers en Ile-de-France, ont fabriqué des blouses, des masques, etc. Vous avez refusé de les aider. Donc, je suis désolée, mais de ce point de vue-là, vous pouvez là aussi nous raconter 25 000 fois une chose, ça n'en fera pas une vérité. Merci Clémentine Autain, merci à tous les cinq. C'est la fin de cette première séquence. On va passer directement à la deuxième séquence parce que vous avez de toute façon abordé des sujets qu'on va réaborder probablement autour de l'emploi dans la troisième séquence. La seconde est consacrée à la transition écologique. Alors, la transition écologique, vous n'avez probablement pas toutes et tous la même définition et ça va être intéressant de savoir si vous nous parlez plus précisément de mobilité, d'énergie, de biodiversité, d'environnement. Et c'est un point qui va forcément vous différencier devant les citoyens. Je vous laisse choisir de quoi vous allez parler. Mais écoutez tout de même, avant d'en discuter, l'interpellation vidéo de Flavien Guittard. Il est directeur de Croix-Rouge Insertion APRO 77. Vous avez bien entendu dans le nom de sa structure le mot insertion, même si on parle de transition écologique. Écoutez-le. Bonjour, je suis Flavien Guittard. Je suis le directeur de APRO 77, qui est un établissement de Croix-Rouge Insertion en Seine-et-Marne. Et depuis 3 ans, je représente le Coras Île-de-France à la CRES Île-de-France. Je suis administrateur. Et depuis quelques semaines, j'ai pris la coprésidence de la commission de transition écologique et énergétique. Et sur ces sujets, l'économie sociale et solidaire est très mobilisée depuis de nombreuses années et a été pionnière sur pas mal d'activités. Par exemple sur l'économie circulaire avec la création des ressourceries, des recycleries, sur l'agriculture et la transition alimentaire avec la création de chantiers d'insertion, de jardins de cocagne, avec le réseau des AMAP. L'économie sociale et solidaire apporte un certain nombre de solutions dans les différents territoires franciliens et crée de nombreux emplois, que ce soit des emplois d'insertion ou des emplois durables, sur ces activités. Un rapport de l'ADEME indique que d'ici 2035, 340 000 emplois pourront être créés sur les métiers et les activités de transition écologique. Quelles solutions et quel soutien la région Île-de-France propose-t-elle dans les années qui viennent pour développer ces activités, développer ces entreprises et créer des emplois pour les Franciliens. Merci Flavien Guittard. Alors du coup, je vais poser la question directement à Julien Bayou pour commencer concrètement. Quelles sont vos propositions? C'est ce que demande Flavien Guittard. Mais dites-nous aussi, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un plan de relance écologique pour la région Île-de-France? Merci. Pour nous, c'est évidemment une question essentielle et c'est la région qui est l'échelon pertinent pour engager cette transition écologique dans la justice sociale. Et c'est aussi la région qui est l'échelon pertinent pour soutenir et passer à l'échelle l'économie sociale et solidaire. Et c'est d'ailleurs le fait que la CRES, la Chambre régionale, s'organise de manière régionale, c'est la meilleure des preuves. Pour nous, on peut concilier les deux. La proposition phare, l'enjeu, c'est de critériser les aides économiques. La région, elle distribue énormément d'aides économiques, c'est son rôle. Mais un peu comme avec le crédit impôt compétitivité emploi, on arrose, y compris là où c'est mouillé, aussi bien Amazon que le libraire. Et avec le développement économique façon Valérie Pécresse, on va aider finalement plutôt les plus gros. Nous voulons critériser pour que les aides soient compatibles avec l'accord de Paris. Soutenir, bonifier. Quel type de critères vous voulez mettre en place? Critères climat compatibles, hein, c'est l'accord de Paris. La question des conditions sociales et l'égalité femmes-hommes. Nous voulons obtenir la liste des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale. Et qu'est-ce que vous appelez la condition sociale? Il y a deux grands chantiers. La condition sociale sur la qualité des emplois proposés. Merci. Voilà. Il y a deux grands chantiers. C'est relocaliser l'économie francilienne, et pour ça, il faut notamment soutenir l'économie circulaire.
Et puis s'appuyer sur l'économie sociale pour aller chercher ce plan de relance qui soit utile. Les personnes loin de l'emploi, l'innovation sociale et la transition écologique. Il y a 200 000 emplois, nous voulons aller chercher 200 000 emplois dans la transition écologique. Ça veut dire la rénovation thermique, ça veut dire l'agroécologie comme ça a été évoqué. On peut aller chercher un emploi tous les 5 hectares via le maraîchage, via une régie agricole paysanne. C'est les transports, c'est les énergies renouvelables et c'est l'économie circulaire. Il y a beaucoup plus d'emplois dans le réemploi, justement, que dans le fait de... Monsieur était de Seine-et-Marne, on sait que finalement ce département est souvent considéré comme la poubelle de l'Île-de-France. Mais... Nous voulons une ressourcerie pour 10 000 habitants. Julien Bayou, France Stratégie nous dit que la transition écologique, c'est un réservoir de 800 000 emplois en France. Et vous projetez 200 000 emplois en Île-de-France ? C'est déjà assez cohérent, puisque l'Île-de-France, c'est un tiers de la richesse ou du PIB. Et nous nous basons plutôt sur les chiffres de Ernst & Young, qui est pas forcément le zadiste du coin, et qui, dans une enquête pour WWF, estime qu'un vrai plan de relance centré sur la transition écologique dans la justice sociale nous amènerait à 1,8 million d'emplois. Net. Merci Julien Bayou. Voilà ce que nous voulons aller chercher, et y compris soutenir à nouveau par l'emploi associatif, je pense aux emplois tremplins, et par exemple le REFER, les soutenir pour leur activité. Merci à vous. Laurent Saint-Martin, la transition écologique, c'est de l'emploi, c'est aussi beaucoup d'initiatives citoyennes. Quels sont les axes que vous voulez privilégier si demain vous êtes à la tête de la région Île-de-France ? Alors, autant je peux concevoir qu'on n'ait pas tout à fait la même vision de l'écologie entre M. Bayou et moi, mais je vais juste rétablir une contre-vérité. Le CICE, ça n'existe plus depuis 2 ans. Voilà. Donc, le comparer à un outil qui n'existe plus, qui a été de la mandature précédente, il faut mettre un petit peu les fiches à jour. Je reviendrai un petit peu plus tard, si vous le permettez, sur les fonds européens, mais juste dire à Madame Dublanche que non, c'est pas satisfaisant, mais que ça se travaille. Ça se travaille avec des outils et des moyens qui sont mis en place pour aller capter les fonds européens. Et que quand il y a un constat d'échec, il faut le reconnaître. Et que tout n'est pas parfait non plus dans la majorité présidentielle. Et je reconnais quand les choses ne vont pas bien. Donc ne dites pas en permanence, oui, on capte les fonds européens de façon formidable. Tout le monde sait bien, chiffre à l'appui, que c'est pas vrai. Pour revenir sur le témoignage que nous avons vu, on voit très bien ici que nous avons la démonstration que l'ESS, par les contraintes qui existent, par les spécificités qui existent, fait d'un engagement citoyen un accompagnement de la création de valeur et d'innovation. Et c'est extrêmement important. Et avec l'ESS, on a des actions qu'on ne pourrait pas avoir par ailleurs et la protection d'un certain nombre de créations de valeur qu'on ne pourrait pas avoir par ailleurs. Je veux pour preuve ce qu'a très bien dit monsieur, la protection de la biodiversité, des paysages, mais également l'emploi non délocalisable. Il en a cité un exemple. Quand c'est plus petit, effectivement, c'est plus protégé. Et puis, là-dessus, je rejoins monsieur Bayou sur l'économie circulaire, investir dans les ressourceries, dans les recycleries. Les exemples de Repère Café, par exemple, sont des bons exemples qu'il faut développer. Et là-dessus, je rejoins la nécessité de mettre des moyens pour poursuivre ce développement-là. Vous n'avez presque que des points d'accord avec Julien Bayou. Non, mais sur ce point-là, je suis d'accord avec lui. Il faut investir effectivement là-dessus, sur l'économie circulaire. C'est vraiment dommage que vous ne fassiez pas au niveau national. C'est ça qui crée la résistance et la résilience de l'ESS dans la crise que nous vivons. C'est typiquement ces 3 points, non délocalisables, l'aspect circulaire, ressourcerie, recyclerie, je suis tout à fait d'accord avec vous, et la capacité d'innovation, comme monsieur l'a dit. Donc tout ça, il faut le saluer, il faut le louer, il faut investir dedans. Merci Laurent Saint-Martin. Alexandra Dublanche, vous avez fait, à la région Île-de-France, vous avez fait Véligo, exemple le plus emblématique à mon sens, en tous les cas des mobilités douces. Vous avez soutenu l'économie circulaire, beaucoup d'entreprises sociales liées à l'économie circulaire. Comment est-ce que vous pouvez demain, si vous remportez à nouveau la région Île-de-France, être encore plus ambitieux sur la transition écologique ? C'est vrai qu'on sait... Alors déjà, nous, on est capable de gérer des Véligo quand certains ne savent pas gérer Vélib, donc on n'a pas de leçons à recevoir. Alors nous, c'est vrai qu'on a une vision de l'écologie qui est une écologie des solutions, et c'est pour ça qu'on pense que l'économie sociale et solidaire peut être un acteur phare. Donc j'entends beaucoup parler de recyclerie, de ressourcerie. Typiquement, quand on aide dans notre plan industrie, le EBS, le relais Val-de-Seine, vous savez, les boîtes où on peut déposer ses vêtements et qu'on les aide à augmenter le tonnage de recyclage de ces vêtements et la vente dans des boutiques. Moi, j'en ai une à Sartrouville avec l'emploi de 60 personnes supplémentaires en insertion. Ça, c'est des solutions très concrètes. On les a mis un petit peu en musique avec notre conférence climat en septembre. Il y a eu des débats formidables, mais au-delà des débats, il y a eu près de 200 actions sur lesquelles nous nous sommes engagés et on compte beaucoup sur l'économie sociale et solidaire pour nous aider à les concrétiser. Il y a notamment la construction d'une plateforme RSE, je continue, pour aider les entreprises à pouvoir mettre en place des projets locaux de RSE
d'aide à la renaturation, à la biodiversité par exemple, un InnovUp climat, pourquoi pas. On s'est déjà beaucoup battu avec la BPI récemment pour intégrer l'innovation sociale dans nos aides à l'innovation. On a remporté ce combat. Maintenant, on peut financer l'innovation sociale grâce à InnovUp qu'on opère avec la BPI, ou encore doubler les formations qualifiantes dans la croissance verte. Donc ça, c'est du concret. Après, on compte aussi beaucoup sur les citoyens, vous l'avez dit, et donc c'est la raison pour laquelle on a lancé un budget participatif environnemental et solidaire. C'est 500 millions d'euros sur 5 ans, donc 100 millions d'euros par an. On vient de clôturer la deuxième session. C'est plus de 700 dossiers qui ont été validés sur tous les territoires d'Île-de-France, parce qu'on a une obsession, c'est que ces solutions, elles doivent aller dans tous les territoires. Sur l'insertion, on a une problématique, c'est que les emplois d'insertion sont souvent à Paris en petite couronne, parce que c'est dans les métiers de service. Nous, on veut qu'ils se diffusent aussi dans l'industrie. On a créé un guide là-dessus pour avoir des structures de l'ESS qui sont spécialisées dans la sous-traitance industrielle et qui puissent aider sur l'insertion, sur ces métiers d'insertion, aussi dans les territoires qui sont moins des territoires de service. Audrey Pulvar, je vous sens prête à réagir à ce qu'a dit Alexandra Dublanche, et j'aimerais savoir comment, selon vous, la région peut renforcer encore cette synergie qu'on sent bien, au travers des propos de Flavien Guittard, entre l'économie sociale et solidaire et la transition écologique. En fait, je crois qu'il y a un point de désaccord fondamental. C'est que nous ne portons pas une simple adaptation du système à l'enjeu climatique qui, encore une fois, aggrave les inégalités. Celles et ceux qui sont les premières victimes des effets du réchauffement climatique, y compris en Île-de-France, ce sont les plus démunis, ce sont les classes populaires, les classes moyennes. Ce sont elles et eux qui sont les premières victimes. Et donc, face à ce phénomène et à son aggravation, aux prévisions que nous connaissons, il y a ceux qui prônent l'adaptation. Alors effectivement, c'est l'écologie des petites solutions, et on va faire un petit peu ici et puis un petit peu là, puis après on aura un bon bilan à la fin, on va s'enorgueillir de bon bilan. Et puis il y a ceux qui prônent la transformation. C'est pas seulement l'adaptation, c'est la transformation du système. Les ressourceries, les recycleries, c'est génial. Je suis évidemment d'accord avec Clémentine et Julien sur ce sujet. Mais la meilleure façon de recycler ou de faire de la ressourcerie, c'est aussi d'éviter la surconsommation à la base ou la surproduction de déchets, par exemple. Et donc là, on est plus sur de la transformation que sur de l'adaptation. Et quand vous disiez tout à l'heure, oui, la transition, c'est 800 000 emplois, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Parce que qu'est-ce que c'est la transition écologique et solidaire? Pas seulement à l'échelle de la région Île-de-France, mais à l'échelle du pays, à l'échelle du continent, à l'échelle mondiale. C'est faire en sorte que nos modes de vie, de consommation, nos mobilités, nos façons de travailler diffèrent profondément de ce qu'elles sont aujourd'hui. Pas pour renoncer à un mode de vie confortable. C'est pas à cela que nous vous proposons de renoncer. Ce à quoi nous vous proposons de renoncer, ce sont les inégalités. Ce sont les 500 000 morts prématurées par an en Europe, dont au moins 70 000 en France, dues aux conséquences de la pollution de l'air. C'est le fait qu'en France, dans notre pays, 11 à 12 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique, et que cette situation de précarité énergétique est amplifiée par les dérèglements climatiques. C'est à ça que nous proposons de renoncer. C'est une agriculture qui rend malheureux beaucoup d'agricultrices et d'agriculteurs qui voudraient sortir du système dans lequel ils sont aujourd'hui pour aller vers un système beaucoup plus sobre, beaucoup plus respectueux de l'environnement, et qui leur procure un revenu beaucoup plus pérenne et garanti et satisfaisant, et qui en plus leur permettent d'entrer en résonance avec les demandes de la population. Merci Audrey Pulvar. Très bonne transition avec la question que je souhaite poser à Clémentine Autain. Cette question de la réconciliation des enjeux écologiques et des enjeux sociaux, dont évidemment on vous entend parler dans les médias, comment est-ce que vous voulez la mettre en œuvre à l'échelle du territoire de la région Île-de-France, chez nous ? D'abord, moi je pense qu'il n'y aura pas de transition écologique si elle n'est pas adossée à des objectifs sociaux, parce que les catégories populaires sont à la fois les moins génératrices de gâchis, d'émissions de gaz à effet de serre, et
celles qui sont les plus victimes des pollutions, des effets sur la santé. Donc c'est un enjeu de justice sociale. Voilà, d'abord c'est un enjeu de justice sociale et ensuite il faut impérativement que le monde populaire soit dans le coup. Donc il y a toute une série de mesures que nous proposons qui permettent totalement d'articuler les œufs. Je vais commencer par une. Par exemple, dans les cantines, nous proposons la gratuité immédiate dès septembre prochain dans les lycées pour les 4 premières tranches du quotient familial et en même temps d'avancer très très vite vers 80% de bio dans les cantines. Donc ça, vous voyez que vous articulez les deux. La gratuité dans les transports, c'est la même chose. Vous adressez aux jeunes, les moins de 25 ans, gratuité immédiate, aux bénéficiaires de tous les minima sociaux tout de suite, ce qui est une mesure qui à la fois permet de favoriser le recours au transport en commun et en même temps de favoriser les catégories sociales qui en ont le plus besoin. Et qui est très coûteuse et qui est décriée. Pas la gratuité totale. Je suis en train de vous parler de 2 catégories, celle pour les minima sociaux, tous les bénéficiaires des minima sociaux et les jeunes de moins de 25 ans, je vous assure que la région, et enfin IDF Mobilité, est tout à fait capable de résister de supporter ça, et que en revanche l'horizon de gratuité, si on veut être aussi capable de développer les transports et notamment de banlieue à banlieue, et c'est une banlieusarde qui vous parle, je vous assure qu'on a besoin. Donc là, il faut réussir à articuler les deux, mais je crois que c'est possible et que cette gratuité immédiate permet de répondre aussi à la question que vous posez pour rendre les choses populaires. Mais je veux répondre à la question plus globale avec quelques propositions, permettez-moi, pour faire avancer pour sur l'économie sociale et solidaire. La commande publique de la région doit permettre de booster le développement de l'économie sociale et solidaire. Dans certains secteurs en particulier, la création d'emplois solidaires, j'utilise pas le terme d'emploi tremplin, mais ça peut faire évidemment référence à ce qui préexistait, les emplois tremplin sous Jean-Paul Huchon. Mais en effet, nous avons besoin de créer des dizaines de milliers d'emplois solidaires pour des personnes qui sont peu qualifiées, et dans des métiers qui peuvent être des métiers qui concernent le recyclage, qui concernent l'entretien des espaces verts, etc. Il faut terminer. Je veux créer un service public de la réparation, avec y compris un CFA ad hoc pour tous les métiers de la réparation. Centre de formation des apprentis. Exactement. Et ça, ce service public de la réparation, je pense qu'il est très important et qu'il va de pair avec la logique des ressourceries. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une ressourcerie tous les 250 000, pour un bassin de 250 000 personnes. Donc déjà, si on allait sur un bassin de 25 000 personnes, et pas seulement à Paris et en Seine-Saint-Denis, où il y a l'essentiel des ressourceries, ce serait bien. Et enfin, il faut lutter contre les passoires thermiques. Et là, un plan sur les passoires thermiques, je vous assure qu'il y a de quoi créer de l'emploi et rendre là aussi les choses très populaires, parce que quand on a une passoire thermique, on paye aussi beaucoup plus cher son électricité ou son gaz, et donc c'est gagnant-gagnant, gagnant pour la planète et gagnant pour le monde populaire. Jusqu'à 17% des Franciliens sont victimes de la précarité énergétique, effectivement. Clémentine Autain, je vous pose tout de suite la question suivante, parce que vous n'avez très peu, à part Alexandra Dublanche, parler des emplois d'insertion. Est-ce qu'un emploi solidaire, c'est un emploi d'insertion? Oui. Et si ça n'est pas le cas, comment vous faites pour développer ces emplois d'insertion qui préoccupent énormément les employeurs de l'économie sociale et solidaire? Je vous laisse 30 secondes. Ah non, mais ils ont tout à fait raison d'être très inquiets sur les emplois d'insertion. Et d'ailleurs, il y a toute une série d'emplois d'insertion sur lesquels il faut que nous soyons capables d'assurer un revenu également. C'est-à-dire que dans ces parcours où on met le pied à l'étrier sur des métiers qui sont des métiers utiles, je pense que la région pourrait s'honorer à garantir, contribuer dans un fonds, un revenu pour ces parcours d'insertion. Mais oui, les emplois solidaires, tels que je les imagine, s'inscrivent, puisque c'est pour des personnels qui sont peu qualifiés, très peu qualifiés, ça participe évidemment du programme général pour l'insertion. Mais on ne peut pas parler non plus d'insertion sans parler de la formation professionnelle, qui est un secteur majeur de la région, et où là aussi on a besoin de mettre le paquet. Je prends un seul exemple. Nous proposons de créer 20 000 formations pour les infirmières, les aides-soignants, les personnels soignants, et de les rémunérer au SMIC pendant 2 ans. Et ça, c'est une des propositions fortes que nous faisons, et c'est pas... je vais un petit peu plus loin que sur les déqualifiés, mais je pense que c'est quand même très important comme proposition en termes de formation. Merci Clémentine Autain. Audrey Pulvar, sur les emplois d'insertion, comment est-ce que vous comptez vous positionner pour les développer? Bien sûr que les emplois d'insertion entrent dans la sphère de l'économie sociale et solidaire. Je parlais pour les tout personnes, à l'heure. Rappelons-le, qui sont très très éloignées Absolument, de l'emploi. L'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire en général, sont des viviers. Je parlais tout à l'heure d'employabilité inclusive et d'emploi non délocalisable, sont vraiment le chemin pour ramener vers l'emploi des personnes qui en sont très éloignées. Et évidemment,
Déjà, à Paris, en tant qu'adjointe à la maire, je mène un plan de multiplication des implantations d'épiceries sociales et solidaires, de lieux de réemploi, de ressources, de lieux de recyclage, des points de vente en vrac, par exemple. Évidemment, des projets d'agriculture urbaine, pas seulement dans Paris Intramuros, mais également en coopération avec plusieurs villes de petites et de grandes couronnes. Tous ces métiers-là sont pourvoyeurs d'emplois d'insertion, selon vous? Tous ces métiers-là sont à mon... Mais l'économie sociale et solidaire, et quand même sa philosophie, c'est de remettre du lien social là où il n'y en a plus, et encore une fois, de remettre de l'être plutôt que de l'avoir, là où on n'est que sur du consumérisme et de la recherche de profit. Donc oui, ça, c'est de l'insertion par l'activité économique, et oui, développer l'économie sociale et solidaire, c'est avant tout se poser la question de l'insertion et du retour vers l'emploi de personnes qui en sont très éloignées. Est-ce que j'ai le temps de dire un mot sur le... Non, merci Audrey Pulvar. Laurent Saint-Martin, les emplois d'insertion, est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe et comment est-ce que concrètement vous comptez les développer si c'est un sujet qui vous préoccupe à l'échelle de la région Île-de-France? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Madame Pulvar, mais sauf que je pense que il n'y a pas de raison que ce soit uniquement dans l'ESS qui est de l'IAE. Là, typiquement, on est sur un sujet qui doit être largement plus global. Donc l'IAE, l'insertion par l'activité économique, doit être effectivement un phénomène et un mouvement beaucoup plus large. Mais ce que vous avez dit, je le partage. C'est l'ESS partout. Oui, la parole est à Monsieur Saint-Martin. Non, c'est pas vrai, parce qu'à ce moment-là, vous rejoignez Madame Dublanche et vous dites finalement que l'ESS doit s'intégrer et s'encastrer dans l'économie classique. Donc, oui, il y a un peu de contradiction dans ce que vous dites là-dessus. C'est pas juste anecdotique, il doit être un acteur économique majeur, pris comme tel, soutenu comme tel et accompagné comme tel. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'insertion ne doit pas se limiter aux acteurs de l'ESS, mais doit aller au-delà sur l'ensemble de l'économie. Sur ce que vous avez dit, mais c'est ce que j'ai dit, vous avez remarqué, j'ai dit que j'étais d'accord avec votre propos. Je voudrais revenir, si vous me le permettez, sur ce que vous avez dit, notamment concernant le budget participatif et l'écologie des petits pas. Oui, justement, attention là-dessus. Moi, le budget participatif sur l'innovation politique, je suis assez favorable. Je dis juste que c'est pas avec ça qu'on va franchement transformer l'ambition que vous avez pour la transition écologique. Et de la même manière, attention à ce que j'entends sur les projets de gratuité. La gratuité, à un moment, il faut la financer, et vous le savez très bien. Donc on ne peut pas avoir de l'ambition de financement type passoire thermique, et vous avez raison, et en même temps dire que vous vous privez de ressources. Et pour avoir été à l'Assemblée au moment où on a sauvé Île-de-France Mobilité par rapport aux pertes fiscales et tarifaires l'été dernier, je vous rappelle que à ce moment-là, on a tous vu de très près que IDFM, sans ses recettes tarifaires, ça ne marche pas. Et donc la gratuité d'IDFM, il faut forcément aller la chercher par une autre ressource fiscale. Oui, mais c'est un équilibre budgétaire. Donc il va falloir nous démontrer comment est-ce que vous compensez les 4 milliards d'euros. Dernier point, si vous me le permettez. Dernier point, si j'ai encore un petit peu de... Madame Pulvar. Dernier point, si j'ai encore un petit peu de temps. Le bio dans les cantines. Le bio dans les cantines, je ne suis pas contre, mais avec quel produit vous allez le faire? Locaux, maraîchage. Tous? Tous? Combien locaux, élevage, protéger les terres agricoles, ça bien. Commence par protéger Gonesse, par exemple. Est-ce que vous pouvez me dire combien ça va coûter en plus par assiette dans les lycées? À Trappes, ça réduit jusqu'à 10 centimes d'euros. Le budget est équilibré, ça permet d'avoir 20% de personnes en plus. Donc vous faites C'est la réalité des faits à Trappes. Donc du total, donc sur les 27... Vous êtes le bienvenu, je pense qu'à l'IRAB vous accueillera avec grand plaisir pour vous démontrer à quel point ça fonctionne. Je vous pose une question. Sur les 27 millions de repas annuels distribués, vous réduisez les coûts en faisant du bio et du local. C'est ce que vous dites, d'accord. Vous me démontrerez l'équation parce que je suis... Notamment via l'alternative végétarienne quotidienne. L'alternative végétarienne quotidienne. On aura l'occasion d'en reparler, je doute de votre chiffrage. Merci. Que produit en agriculture l'Île-de-France? Quel est le type de production agricole de l'Île-de-France? Et c'est là qu'il y a un vrai écart entre ce que produit aujourd'hui l'Île-de-France en termes d'agriculture et cet objectif de bio. Merci Audrey Pulvar, merci Laurent Saint-Martin. Donc aujourd'hui, c'est pas possible. Pour le moment, ce n'est pas possible, mais on peut fixer un cap politique. Et Alexandra Dublanche. Je vous entends pas, je suis désolé. Non, mais je crois que j'ai pas eu la parole sur l'emploi. Non, pas encore. Moi non plus. Clémentine Autain d'abord, qui a demandé à réagir immédiatement sur les propos de Laurent Saint-Martin. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être cohérent. On ne peut pas penser que ce qui est génial au triangle de Gonesse, c'est de faire des centres commerciaux,
comme dans beaucoup d'endroits, c'est-à-dire d'artificialiser sans arrêt les sols et d'être dans une logique de compétitivité et non pas de circuit court, et en même temps assurer du bio partout dans les cantines en Île-de-France. Donc je crois qu'on a un projet qui, de ce point de vue, est cohérent, c'est-à-dire que le triangle de Gonesse, il faut l'économie circulaire, comme dans plein d'autres grands projets de ce type, et que nous sommes capables, à terme, de faire des cantines bio de qualité et pour un prix défiant tous vos délires de concurrence. Julien Bayou, une réaction rapide? Je voudrais répondre sur l'insertion. Absolument. Alors, très bien. Et Alexandra Dublanche n'a pas répondu non plus. Déjà, monsieur Laurent Saint-Martin, je trouve vraiment malhonnête que vous expliquiez que le CICE a disparu alors que vous savez pertinemment qu'il a été transformé en allègement pérenne. Et je trouve que votre manière... Oui, mais en fait, vous ne pouvez pas prendre les gens pour des idiots. Ou alors c'est très malhonnête. Bien. C'est pas du saupoudrage, c'est 20 milliards d'euros. Vraiment, s'il vous plaît. Pour nous, l'emploi, c'est le climat. C'est l'économie sociale et solidaire qui peut répondre en fait aux deux grands défis du siècle, la lutte contre le dérèglement climatique et la lutte contre les inégalités. Mais là, vous avez beaucoup de personnes qui disent vive l'ESS et en quelque sorte des croyants non pratiquants. Moi, j'en ai fait partie, puisque j'ai monté ma propre coopérative. J'ai été président d'un espace public numérique qui travaillait justement sur les questions d'insertion et j'ai aidé à la création de la Licorne, un chantier d'insertion par le bâtiment, la peinture, le carrelage. Ce que j'ai fait, demain, je veux pouvoir le développer, le passer à l'échelle, à la tête de la région. Et donc ça passe notamment par... Tout le monde parle d'insertion, il y a besoin d'un encadrement. Il y a besoin d'un encadrement. Et pour ça, c'est le retour des emplois tremplins et notamment l'insertion par l'environnement. Parce que sinon, toute l'idée de développer l'insertion sans l'encadrement, or on sait qu'on a besoin d'un encadrement pour un nombre réduit de personnes, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et c'est la commande publique, et notamment sur les lycées qui sont dans un état déplorable. On a eu la présidence de région qui a parlé d'un tiers des lycées vétustes. Et qu'a-t-elle fait? Rien, ou si peu. Une cinquantaine seulement d'opérations, dont 20 qui dataient de l'ancienne mandature. Nous voulons allotir les marchés pour permettre un vrai Small Business Act, permettre aux PME, et notamment de l'économie sociale et solidaire, de s'occuper de ces marchés plutôt que ça soit systématiquement Bouygues, Vinci et Eiffage qui les récoltent. Merci Julien Bayou. La parole est à Alexandra Dublanche sur les emplois d'insertion. Est-ce que vous pensez que le secteur privé, les entreprises compliqué. classiques peuvent développer les emplois d'insertion? Comment, pardon? Est-ce que les entreprises classiques, comme le sous-entendait Laurent Saint-Martin tout à l'heure, peuvent développer eux aussi des emplois d'insertion? Bien sûr. D'abord, je voudrais juste répondre plus globalement en rappelant quand même qu'il y a 1 € sur 2 du budget régional qui va à la transition écologique et énergétique, que ce soit évidemment dans les transports, 600 hectares d'espaces verts qu'on rend à la nature. Et je vous rappelle quand même votre bilan désastreux. On a beaucoup parlé de bio. Moi, j'entends, voilà, on veut du bio et tout le monde veut du bio. Mais on a récupéré une région qui était dernière de la classe. Vous donniez des classements tout à l'heure, dernière de la classe en termes de surface en bio. On a multiplié par 3 le nombre les surfaces cultivées en bio. C'est la 3e année qu'on est la première région de conversion en bio. Donc nous, on enlève toute idéologie, on est pragmatique et du coup, ça marche. Et on développe le bio. Il faut encore davantage le développer. Tout comme le maraîchage, on est une grande région céréalière, il faut diversifier. Et je crois que je suis la seule de grande couronne ici en plus. Alors je crois que je connais un peu aussi le sujet des circuits courts. Et donc on est en train, on l'a beaucoup développé pendant la crise d'ailleurs, où on a aidé les agriculteurs à mettre en place des circuits de distribution, des nouveaux circuits de distribution de circuits courts. On agit aussi via la marque Produit en Ile-de-France. Si je peux parler sans me faire couper, ça serait sympathique. La marque Produit en Ile-de-France pour agir du côté du consommateur, qui n'est pas le réflexe de retourner là où c'est peut-être le moins cher. Donc on agit fortement sur ces questions. Sur l'insertion. Juste sur le bio pour terminer, quelle est la part du bio dans les cantines en Ile-de-France aujourd'hui? Alors le bio, nous on s'est fixé l'objectif d'ici 2024, 100% des lycées approvisionnés en local, dont 50% de bio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on contribue à l'augmentation, si ça coûte plus cher, d'avoir du local et du bio. Donc on a mis 21 centimes d'euros par repas en plus dans les lycées. On a investi dans des outils de transformation. Alors du coup, j'ai toujours pas parlé d'emploi et d'insertion. Voilà. Alors plusieurs choses. Moi, je pense que la commande publique est un levier. On l'a beaucoup utilisé, notamment récemment. Je vous donne des exemples. Quand on a acheté des tests pour distribuer des tests Covid à distribuer, on les a achetés dans un ESAT de Villiers-le-Bel. Quand on a mis en place notre numéro vert à la région pour répondre aux entreprises en difficulté, aux associations culturelles, etc. pendant la crise, pareil, on l'a confié à une entreprise adaptée. Donc ça crée de l'emploi via la commande publique. Combien d'emplois vous avez créés
en faisant cette commande-là? Ça, j'ai pas un chiffre exact, mais on a créé des... On peut se demander si c'est pas juste de la com, en fait. Non, puisque ça donne de la commande publique à des entreprises concrètement, et donc on agit. Et d'ailleurs, bien avant la crise, on l'avait mise en place avec le GIP Maximilien, qui aide. On a formé aussi des acteurs publics à mieux se saisir des clauses sociales et environnementales. Donc ça, on le fait beaucoup. Il n'y a pas un marché BTP publié par la région qui ne soit pas assorti d'une clause sociale. Et par ailleurs, on a quand même été... Là, oui, effectivement. Et on a été effectivement aussi la première collectivité à utiliser les critères de performance sociale. C'est quoi les critères de performance sociale? C'est quand une entreprise, une structure, une association de l'économie sociale et solidaire postule à un marché public, elle n'est peut-être pas la solution la moins chère, mais si elle a la meilleure note de performance sociale, elle peut quand même remporter le marché. On a été la première collectivité à le mettre en place. Plus qu'à mettre des critères environnementaux et à la mettre avec les clauses réservées, etc., les marchés réservés, tout ça, on le met en place et ça crée de l'emploi sur tous les territoires. Merci Alexandra Dublanche. On va passer à la troisième séquence de notre débat sur l'économie sociale et solidaire et l'emploi. Alors, dans plusieurs secteurs de l'économie sociale et solidaire, après un an de crise, 33% des employeurs de l'ESS prévoient de licencier. Olivia Grégoire, qui est la secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, disait il y a à peine quelques jours que 5000 associations sont en danger de mort imminente en France. Et pourtant, l'ESS, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est une économie qui donne du sens, qui invite à entreprendre différemment, sauf qu'elle n'est pas assez soutenue, en tous les cas, si l'on en croit Fanny Lebrec, qui est la présidente d'Espace, chez qui nous sommes aujourd'hui. Écoutez son interpellation en vidéo. Bienvenue à Espace, je m'appelle Fanny Lebrec et donc je suis présidente de ce tiers-lieu où vous vous trouvez aujourd'hui. Comme vous voyez, l'espace où vous êtes en ce moment, c'est un espace de coworking. On a pu le voir, il y a un fort développement de l'entrepreneuriat et notamment une aspiration qui est importante pour les jeunes aujourd'hui de changer de manière de voir leur travail, leur emploi. On a eu 58% des créations d'activités en 2019 qui étaient celui création en auto-entreprise. Comment on accompagne ces personnes qui cherchent à développer leurs activités dans un cadre collectif, dans un cadre protecteur? On a des coopératives d'activités et d'emploi qui existent depuis 25 ans maintenant, qui permettent ces solutions-là, à la fois protection avec un contrat en CDI et en même temps autonomie de l'entrepreneuriat. Et pourtant, ces structures, elles ont perdu des subventions. Qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour les soutenir et pour continuer de mettre en place ces actions-là? À côté de ça, ce que je vous disais, Espace, c'est un tiers-lieu, un espace qui mixe des activités, des publics, un lieu qui est donc pluriel. On a un ensemble de lieux qui existent comme ça en Île-de-France. La région a d'ailleurs une politique d'accompagnement à la création de ces structures, un appel à projet qui existe depuis quelques années. C'est un appel à projet qui, aujourd'hui, finance malheureusement plus la création que l'accompagnement au développement et à la pérennisation. Quels moyens est-ce qu'on donne pour que ces tiers-lieux qui sont des acteurs du développement économique, du développement territorial, comment est-ce qu'on leur permet aujourd'hui de se développer à 1, 2, 3, 5 ans? Alors, première question pour Clémentine Autain. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie différente. Comment est-ce que vous comptez l'incarner, la développer, la soutenir, la faire vivre sur le territoire de l'Île-de-France ? D'abord, faut vraiment assumer de vouloir la développer et je voudrais quand même répondre à la représentante de Valérie Pécresse que quand elle ne cesse de dire qu'elle est pragmatique et pas idéologique, c'est très agaçant parce que il y a évidemment un choix politique dans la gestion de Valérie Pécresse et notamment l'idée d'arrimer toutes les politiques publiques à une obsession qui est celle de la compétitivité et de la concurrence de tous contre tous. Et c'est assez logique parce que Valérie Pécresse pense que ce qui est très important, c'est que la métropole francilienne soit dans la course internationale au top et que c'est comme ça que ça va ruisseler. Bon. Mais on pourrait considérer que si on veut développer l'économie sociale et solidaire, il faut qu'elle fonctionne, il faut qu'elle marche, il faut qu'elle performe. Il faut qu'elle marche, mais c'est pas la même logique. C'est pas du tout la même logique. Quand vous êtes dans un objectif de rentabilité, de profit à court terme et d'être dans cette course folle très financiarisée ou quand vous êtes dans un objectif d'économie sociale et solidaire avec des objectifs qui sont des objectifs sociaux et environnementaux, vous n'atteignez pas du tout la même cible. Donc dire que nous voulons investir dans l'économie sociale et solidaire, c'est dire un projet de société pour les franciliennes et les franciliens et des priorités. Symboliquement, moi je souhaite que nous ayons un village des tiers-lieux, un village de l'économie sociale et solidaire.
comme ça, l'idée que je m'en fais, ça serait dans les Hauts-de-Seine, en face de la Défense, et ce serait un grand lieu d'échange, de création, etc., qui permettrait de donner de la visibilité. Alors évidemment, c'est un symbole avec toute une politique qui doit se développer. Une vice-présidence, ça a été dit, dédiée à l'économie sociale et solidaire. Que vous soutenez aussi ? Bien sûr, et que je soutiens et qui doit être adossée à des services administratifs compétents, capables aussi de comprendre ce qu'est le modèle économique de l'économie sociale et solidaire. Donc ça veut dire du recrutement d'agents qui sont des interlocuteurs, qui seraient des interlocuteurs demain de tous ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et des objectifs concrets. Je pense à un objectif, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'en Île-de-France, la part des emplois qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, c'est 10%, alors que la moyenne nationale est de 14%. C'est même un peu moins, c'est même 7% en fait. 7 au national. Non, 7 en Île-de-France et 12 au national, oui. 14 au national. En même temps, on a beaucoup de sièges sociaux à Paris qui déséquilibrent la balance. Ah, c'est la faute de Paris, je sais bien. Je veux bien qu'on en tout cas, c'est 7 en Île-de-France. Je veux bien qu'on discute. Ce qui est bien en dessous de la moyenne nationale. On est très en dessous de la moyenne nationale, alors qu'on est meilleur, vous êtes meilleur, l'économie sociale et solidaire francilienne, en termes de maintien de l'emploi dans la crise par rapport à la moyenne nationale. Donc en plus, plutôt solide. Et elle est quand même difficile à traverser. Évidemment, mais bien sûr. Modèle plus solide dans la crise que le reste, alors qu'il a moins de soutien que le reste de l'économie. Et je pense que si déjà on arrêtait en Île-de-France de faire des chèques à Total, à de grandes entreprises qui font des profits, et bien sûr par des biais divers et variés, et je pense en particulier à Saclay, sur le plateau de Saclay est quand même vraiment un lieu qui permet non seulement d'artificialiser les sols, mais aussi de détourner de l'argent public pour les donner à des grands groupes. Je pense qu'on dégagerait là aussi des mannes qui peuvent être réinjectées pour augmenter la part de l'économie sociale et solidaire dans l'économie francilienne et le nombre d'emplois. Par ailleurs, juste un dernier point. Je pense qu'il y a certaines fermetures qui ne sont pas des fatalités aujourd'hui d'entreprises. Je ne parle pas d'entreprises d'économie sociale et solidaire. Il me semble que la reprise sous forme de SCOP et de SIC doit être encouragée. Et donc il faut impérativement qu'on ait un fonds, et ça peut accompagner la proposition sur les tiers-lieux. C'est la même logique, c'est-à-dire c'est un fonds qui sert à pérenniser, à enclencher et pérenniser. D'accord ? Mais je crois vraiment que le développement des SCOP et des SIC, pour plein d'entreprises qui aujourd'hui vont mettre la clé sous la porte, alors qu'elles pourraient continuer, mais que les entrepreneurs décident de fermer, est là aussi une source de développement de l'économie sociale et solidaire. Merci Clémentine Autain. Audrey Pulvar, vous nous avez parlé de bio et d'agriculture. On vous entend moins sur l'emploi et le développement économique, et j'aimerais avoir votre opinion, mais vous allez nous en parler. J'en ai parlé pourtant. Et j'aimerais avoir votre opinion sur la façon de soutenir les entrepreneurs qui démarrent, notamment dans des tiers-lieux comme celui-ci, dans les espaces de coworking. Comment est-ce que vous concevez ce développement économique-là et le soutien à ces entrepreneurs-là? Alors, j'avais l'impression d'en avoir beaucoup parlé tout à l'heure, mais je peux continuer. On a parlé d'insertion dans la phase précédente. Faire de la région Île-de-France, comme nous souhaitons le faire, une référence, un modèle pour passer à l'échelle de la région et non plus de ville ou de département, le dispositif territoire zéro chômeur de longue durée, ça nous semble être un bon moyen de concilier soutien à l'économie sociale et solidaire qui est, je le disais tout à l'heure, un vivier d'emploi inclusif et insertion par l'emploi et retour à l'emploi de personnes qui en étaient très éloignées. Participer financièrement à un fonds de soutien pour l'amorçage, ce que j'évoquais déjà tout à l'heure par rapport au temps qu'on attend avant que les fonds européens arrivent, mais un fonds de soutien par exemple pour les coopératives, ça nous semble aussi aller dans le bon sens, ou en tout cas dans celui que les professionnels de l'ESS veulent nous voir adopter. Accompagner les projets, les accompagner non seulement financièrement, mais aussi avec de l'expertise, aussi avec du juridique, notamment en participant au dispositif local d'accompagnement. C'est une des pistes que nous préconisons. Et puis on a beaucoup parlé de critérisation tout à l'heure. Conditionner l'aide aux entreprises à des critères sociaux et environnementaux, ça veut dire des critères sur la formation professionnelle, sur le dialogue social, sur l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, sur le maintien de l'emploi
sur les territoires. Et donc, voilà, ça éviterait, par exemple, ce qui arrive aux salariés de l'usine Renault de Flins aujourd'hui. Et puis, évidemment, les critères environnementaux, c'est notamment les achats socialement responsables, c'est tout ce qui est préservation de la biodiversité. Et une politique de développement et de soutien aux tiers-lieux, c'est quelque chose que vous travaillez ? Bien sûr, mais je le fais déjà à Paris dans mes fonctions. Et bien sûr que les tiers-lieux sont un des outils qu'il faut développer. Un dernier mot pour vous dire que l'idée d'un village de l'ESS face à la défense, effectivement, est non seulement séduisante, mais intéressante. Mais je crois qu'il faudrait que ce village soit décliné dans l'ensemble des départements de la région pour que l'animation, la visibilité, la pédagogie de l'ESS soit vraiment présente dans chacun de nos départements de l'Île-de-France. Merci Audrey Pulvar. Alexandra Dublanche. On va reparler là sur cette question-là de différence de perception de l'économie sociale et solidaire. Il y a 2 ans, Valérie Pécresse a beaucoup insisté sur la mise en place du Social Business Club. Donc elle a mis l'accent vraiment sur le développement de l'entrepreneuriat social au sens business social, avec à la cité universitaire une grande conférence avec une salle pleine, puisqu'elle avait invité beaucoup d'acteurs de l'ESS. Et j'étais présent et je me souviens que dans la salle, il y avait 2 groupes de personnes. Il y avait ceux qui étaient dans la défiance, ne sachant pas ce que la région Île-de-France allait proposer en matière de développement de l'économie sociale et solidaire au travers de l'entrepreneuriat social. Et puis il y avait l'autre partie de la salle qui se disait « mais c'est formidable, en fait, on va pouvoir s'appuyer sur ce que vous impulsiez, ce que vous vouliez impulser, à savoir les partenariats entre des grandes entreprises et des acteurs de l'économie sociale et solidaire ». Sauf que 2 ans après, je suis très curieux de savoir où en est cette initiative parce que je n'en entends plus parler. J'ai l'impression que cette plateforme Social Business Club ne fonctionne pas. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la plateforme RSE, je me demande si c'est le même type de plateforme et j'aimerais que vous puissiez nous faire un bilan de cette action autour du business social. Alors, tout à fait. Et effectivement, il y a une différence de perception. Nous, on pense que l'économie sociale et solidaire et le monde économique ne doivent pas avancer de façon parallèle sans jamais se croiser. Et je répète, on a besoin des solutions de l'économie sociale et solidaire, de les diffuser. Donc, c'est pas un gros mot de dire si on aide Baluchon à Romainvilliers qui emploie des personnes éloignées de l'emploi, on les aide à grandir, il y aura encore plus de personnes qui vont sortir du chômage de longue durée, typiquement. Donc, c'est pas un gros mot de vouloir faire grandir des structures de l'économie sociale et solidaire. Et ça, je vais faire plaisir à mon voisin en parlant aussi de nos grands-mères ont du talent, puisque j'ai compris qu'il aimait bien cette catégorie de la population, où on aide des seniors en difficulté à se réinsérer dans l'emploi, ou Farinez-vous, etc. Et donc, ces structures-là, on veut les faire grandir et les faire diffuser leurs solutions dans tous les territoires. Deuxièmement, par rapport à ce que vous dites, effectivement, il y a des groupes qui sont éloignés de ces approches-là, qui s'interrogent et qui veulent se saisir, être plus responsables, plus durables. Et donc, nous, on n'est pas qu'un financeur, la région, on est un entremetteur. Donc, si ces rendez-vous mènent à des choses, on a aussi, par exemple, fait se rencontrer des économies, des entreprises de taille intermédiaire avec des associations ou des entreprises adaptées de l'économie sociale et solidaire pour que les unes trouvent des prestations à faire plutôt que des subventions peut-être. Et donc encore une fois, on retourne au marché et à pouvoir grandir via obtenir des prestations et pas juste être perfusé. Mais vous savez et également, dans l'autre sens, pouvoir... Elles ne sont pas à égalité, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, avec celles du marché classique. C'est pour ça qu'on met les dispositifs que je vous dis, avec des clauses de performance sociale dans nos marchés typiquement. Et il y a une volonté, arrêtons de stigmatiser, il y a une volonté, j'ai entendu plein de noms de grands groupes fusés, il y a une volonté aussi de grands groupes. D'ailleurs, au passage, on a aidé une vingtaine de grands groupes depuis 2015 et environ 470 000 TPE-PME, donc ne faites pas le comparatif. Et donc, il faut aider Renault à Flins à faire sa transition écologique. Il faut aider des entreprises qui veulent employer des personnes en situation de handicap, bien sûr. Et donc ça, on veut le faire massivement. Et enfin, je voudrais juste rappeler que peut-être qu'on a un niveau pas assez élevé en termes d'emploi dans l'économie sociale et solidaire, mais on est la seule région où depuis 3 ans, cette part de l'emploi ESS dans l'emploi global progresse. Donc c'est peut-être qu'on fait pas tout bien, mais il y a peut-être des choses qui vont quand même dans le bon sens, parce qu'on est la seule région où cet emploi de l'ESS, il progresse. Et peut-être un dernier mot sur les tiers-lieux, puisque c'était quand même la question. Les tiers-lieux, c'est une politique pour nous d'aménagement du territoire. Quand on est arrivé, plus de 50% des tiers-lieux qui étaient financés par la région étaient à Paris. C'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe quand on crée des tiers-lieux en Grande Couronne, en Seine-et-Marne, tout à l'heure, comme le monsieur disait, on crée de l'activité locale. Je ne vais pas aller au
restaurants quand ils seront ouverts à la Défense, je vais aller à mon restaurant local, je crée de l'activité. Et donc ça, tous les tiers-lieux qu'on a financés, on les a financés majoritairement en grande couronne, et on aide toute structure à l'amorçage, il est vrai. C'est vrai qu'on ne va pas faire perdurer les financements pendant des années. On aide à la création, et après, il faut que ces structures trouvent un modèle économique pour être autonomes. Et donc, en tout cas, on aide beaucoup. On a aidé à peu près 140 tiers-lieux, 156 micro-working dans les gares aussi pour décaler les horaires des passagers. Donc, on agit beaucoup parce que ça crée de l'économie locale, et puis ça désengorge aussi les transports au passage. Mais je ne savais pas qu'il y avait 150 tiers-lieux en Ile-de-France. Ah non, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a plus de 700, mais on en a financé, nous, 150 plus 150 dans les gares également, donc 300 à peu près. Vous avez aussi une politique de soutien au développement des coopératives d'activité économique ? Oui, c'est ce que je vous disais, je pense que c'est une très bonne solution. Alors effectivement, typiquement, on a aidé une structure à Paris, la CAE Clara Paris 10e, qui est dédiée à l'entrepreneuriat culturel, qui a reçu à peu près 100 000 euros récemment, dans le cadre de nos aides qui sont ouvertes à l'ESS. Et comme je vous l'expliquais, on a un fonds d'investissement qui s'appelle Invest, et la moitié des structures dans lesquelles ils investissent, ou dans lequel on investit beaucoup d'argent. C'est bien quand les journalistes sont aussi impliqués et aussi objectifs. Et donc, qui investit la moitié des investissements de Invest, va dans des scopes et des cycles. Et donc ça, effectivement, je suis d'accord, faut encore l'encourager, notamment dans la reprise, les reprises dont on va avoir besoin. Il faut encourager ce type de modèle. Merci Alexandra Dublanche. Laurent Saint-Martin, comment est-ce que vous voulez soutenir le développement de ces tiers-lieux, des coopératives d'activité économique qui évite notamment la précarité de l'auto-entrepreneuriat? D'abord, le tiers-lieu, c'est un objet de l'ESS qui est très symbolique et très symptomatique de ce que fait bien l'ESS, parce qu'elle s'adapte, elle émane des territoires, elle émane des spécificités des territoires et elle émane même des contraintes des territoires. Et le tiers-lieu y répond parfaitement bien. C'est un très bel exemple de ce qu'il faut absolument promouvoir, justement par rapport à des spécificités, à des contraintes territoriales que l'Île-de-France connaît plus que les autres régions. Géographiquement d'abord, prix du foncier qui fait effectivement que de plus en plus de personnes vivent loin de leur lieu de travail, les transports évidemment. Nous savons tous ici que les difficultés liées au transport du quotidien sont notamment liées au fait que trop de gens les prennent au même moment. Donc la notion de tiers-lieu peut aussi être une réponse par rapport à cela. Sociologique, évidemment, le fait que des personnes qui peuvent être loin des outils, notamment administratifs. Je prends cet exemple-là parce que de formidables associations de SS utilisent des associations pour accompagner un certain nombre de publics éloignés des démarches administratives, d'accès aux droits, etc. Et c'est vrai que ces lieux-là peuvent faire aussi toutes ces démarches-là pour elles. Donc une contrainte géographique, le tiers-lieu peut y répondre, mais aussi une contrainte sociologique, notamment les personnes les plus éloignées des services administratifs. Moi, je crois que les tiers-lieux, il faut qu'on les déploie, qu'on les développe. Il y a 68 gares du Grand Paris Express qui vont pousser. Il faut absolument qu'on utilise ces lieux, ces hubs de mobilité pour notamment les faire créer autour, avec des vrais bassins de vie autour, et qu'on s'éloigne davantage des centres d'affaires. Ça, je suis tout à fait d'accord avec cela. Et puis à un moment aussi, la question de cette témoin, c'était qu'est-ce qu'on fait pour la trésorerie des petites structures ? Qu'est-ce qu'on fait pour la trésorerie des petites structures ? Et là, je crois vraiment que la région doit maintenant jouer un rôle beaucoup plus actif sur les assos, notamment liés à l'ESS. Il y a un fonds qu'Olivia Grégoire, vous l'avez cité tout à l'heure, a mis en place, qui s'appelle Urgence ESS. Typiquement, la région a mis un deuxième volet sur le fonds de solidarité pendant la crise. Elle pourrait totalement mettre un deuxième volet au fonds Urgence ESS, qu'on pourrait imaginer entre 2 000 et 4 000 euros de plus, notamment pour les structures et les petites assos qui n'ont pas accès aux prêts garantis par l'État, qui n'ont pas accès à l'activité partielle, etc. Donc les toutes petites structures. Eh bien moi je pense que quand la région fait ça, elle l'a fait sur le volet 2 du fonds de solidarité, elle est utile, voilà, quand elle vient être en complément de ce que fait l'État, et elle pourrait tout à fait le faire là-dessus. Je ne sais pas si j'ai encore quelques secondes, ou je dois rendre le micro, d'accord. Merci Laurent Saint-Martin. Et effectivement, les structures de l'économie sociale et solidaire qui n'ont pas encore frappé à la porte du fonds Urgence ESS sont invitées à le faire, puisque le fonds est vraiment là pour les aider. 10 millions ont déjà été décaissés. Oui, 10 millions seulement. Oui, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus à disposition des structures de l'ESS. Je voudrais juste vous poser une dernière question en restant sur la création d'emplois pour les jeunes. Julien Bayou.
Absolument, j'ai oublié de vous poser la dernière question, mais ça tombe bien, c'était aussi sur les jeunes, pardon. Voilà, donc effectivement, les jeunes veulent entreprendre autrement. J'aimerais savoir, selon vous, Julien Bayou, comment est-ce que la région doit les soutenir, comment est-ce qu'elle peut les soutenir, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place demain si vous êtes à la tête de la région pour soutenir davantage l'entrepreneuriat chez les jeunes? Oui, bah écoutez, moi j'ai rencontré l'ensemble des syndicats étudiants et des syndicats lycéens qui me disaient qu'ils avaient 0 interlocuteur côté État, 0 côté région. Et je trouve que c'est vraiment un abandon en race campagne. Il y a quelques années, ça date, j'avais créé avec des amis Génération Précaire. Aujourd'hui, là, l'enjeu, c'est de ne pas les laisser dans la misère. Et je veux saluer Espace, on a vu la représentante d'Espace, parce que face à cet abandon, la jeunesse s'organise, et c'est notamment ici qu'il y a des distributions alimentaires, Linky. C'est à la fois... Pour les étudiants. C'est à la fois l'honneur de cette jeunesse de s'organiser pour pouvoir subvenir aux besoins vitaux, et c'est la honte de la part de ce gouvernement de laisser notre jeunesse à l'abandon quand on soutient aussi massivement les entreprises et sans contrepartie. Donc je voulais le dire. L'enjeu pour nous, c'est de sensibiliser l'ensemble d'une classe d'âge à l'économie sociale et solidaire. Dans la demande aujourd'hui qui s'exprime, il y a d'abord un besoin de soutien immédiat et puis une demande de sens. Sur le besoin de soutien immédiat, très clairement, nous voulons proposer, quand nous arrivons à la tête de la région, une aide de 400 € par mois pour les étudiants les plus en difficulté, que nous voulons cofinancer avec l'État. Nous le proposerons, et l'enjeu, c'est de pouvoir, le temps de la crise, permettre à cette jeunesse de sortir la tête de l'eau. C'est un forfait ou c'est mensuel? 400 € par mois, tout à fait. Le deuxième point, c'est que la métropole de Lyon expérimente le RSA pour les jeunes. Il s'agit d'une discrimination absolument indéfendable. Les jeunes aujourd'hui de moins de 25 ans n'ont pas accès au RSA. Je me suis battu pendant de longues années pour que ça soit étendu. Demain, à la tête de la région, nous l'expérimenterons. Ça, c'est pour le soutien immédiat à la jeunesse. Sur l'aspect, la profonde demande de sens et finalement, quelque part, cette jeunesse qui dit « donnez-nous les moyens de vous démontrer de quoi nous sommes capables ». Je crois qu'il y a un enjeu de sensibilisation à l'économie sociale et solidaire. Et pour ça, il faut par exemple permettre que les stages de 3e puissent avoir lieu dans des structures de l'économie sociale et solidaire et accompagner ces structures pour pouvoir recevoir ce public. Il faut permettre l'embauche de jeunes adultes dans l'économie sociale et solidaire. C'est à nouveau le rôle de ces 30 000 emplois tremplins, c'est-à-dire un soutien pérenne sur 3 ans contre une contrepartie très claire, celle d'embaucher en CDI. Ça fonctionnait il y a quelques années, Valérie Pécresse l'a supprimé. Nous le rétablirons et nous le développerons. Il y a le soutien à l'entrepreneuriat, et notamment en SCOP et en SKIC. Ah non, vous devez me laisser un peu plus de temps. Tout le monde le dit, moi je l'ai fait. Dans ma jeunesse, j'ai créé une SCOP et je trouvais que c'était fabuleux. Et aujourd'hui, les petits commerçants nous disent oui, nous sommes prêts pour une SIC, notamment là où il y a des territoires comme en Seine-et-Marne où on n'est pas sûr que l'activité reprenne comme avant. La SIC peut être une solution pour aider à la reprise. C'est également le cas pour le projet Karma, le projet de maraîchage. Nous voulons protéger les terres agricoles à Gonesse et la SIC me semble tout à fait adaptée pour un soutien des collectivités. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif qui se développent extrêmement vite en ce moment et en particulier à la lumière de la crise que nous venons de traverser. Moi je l'observe en tant que journaliste, je le vois vraiment. Nous voulons soutenir les coopératives pour les métiers ubérisés et c'est notamment une maison des livreurs à vélo. Et enfin, puisqu'on a parlé de tiers-lieux, là encore il y a les croyants et les pratiquants. J'en ai créé au moins 2. Cet espace public numérique que j'ai présidé pendant 8 ans, qui était un tiers-lieu parce qu'il permettait aussi l'innovation sociale. Et puis la base, ce repère, ce QG de l'action climatique et sociale dans le 10e à Paris. Et demain, nous pourrons les développer. Mais là encore, il y a celles et ceux qui disent et puis il y a celles qui font. Nous serons aux côtés de ceux qui font. Merci Julien Bayou. Je voudrais rester une dernière minute sur la question de l'emploi des jeunes parce que l'UDES, qui est le syndicat professionnel des acteurs de l'économie sociale, demande, dans le cadre des élections régionales, aux futurs exécutifs régionaux de créer 25 000 emplois boost pour les jeunes. Je voudrais savoir si vous soutenez ce type de proposition, la proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale.
Alors, ce sont des emplois qui sont subventionnés et qui sont donc rémunérés par la région Île-de-France en particulier, ou les autres régions, qui sont des emplois voilà, financés par les exécutifs régionaux. Et donc la réponse est oui, et non pas 25 000, mais 30 000. 30 000 emplois tremplins qui ont été supprimés par Valérie Pécresse. Ces emplois tremplins ont un double mérite. D'une part, embaucher des gens qui sont loin de l'emploi, c'est de l'insertion, c'est de la réinsertion, mais aussi, et ça avait été absolument brocardé alors que c'est essentiel, un soutien à la structuration des réseaux. Dans l'économie sociale et solidaire, dans la culture ou dans le monde associatif. Finalement, on a besoin de cette pérennité, de ce financement en fonctionnement pour que ce tissu associatif puisse se structurer. Et la situation actuelle, la difficulté dans laquelle sont les associations, le monde de la culture et l'économie sociale et solidaire n'est pas pour rien dans le choix idéologique de Valérie Pécresse de l'avoir supprimée quand elle est arrivée. Audrey Pulvar. Alors, je parlais tout à l'heure du territoire zéro chômeur de longue durée qui concerne également les jeunes. Vous savez, il y a la question de l'emploi et puis il y a la question de la formation. La formation des jeunes, alors la région a en charge les lycées et nous voulons créer plusieurs lycées agricoles dédiés aux métiers de la transition écologique et solidaire, y compris évidemment avec l'agroécologie et l'agroforesterie, et notamment nous défendons l'idée de l'implantation d'un lycée agricole et d'un incubateur de la transition écologique et solidaire. Des emplois boost, mais ça fait des emplois, hein, ce dont je vous parle là. Je vous parle de financement public, sur fonds régionaux, des emplois à destination sur la zone du territoire de Gonesse, mais pas seulement, mais à l'échelle du Val d'Oise. C'est du financement public dont je vous parle là. C'est du financement de la région, du soutien de la formation, puis de l'emploi pour les jeunes. Alors, nous ne défendons pas l'idée d'une région qui porterait à elle seule la généralisation du RSA aux jeunes de 18 à 25 ans. En revanche, nous défendons évidemment cette mesure et nous sollicitons le gouvernement pour cela. Et nous proposons, en plus, ou en tout cas, s'il n'y a pas cette extension du RSA aux 18-25 ans, à côté pour les jeunes franciliennes et franciliens, un pass jeunes franciliennes et jeunes franciliens qui sera une façon pour les jeunes franciliennes et les franciliens d'avoir sur un même support l'ensemble des aides, à la fois départementales, régionales et gouvernementales, et les aides de l'État auxquelles ils ont droit. Car il y a évidemment aussi pour les jeunes beaucoup de non-recours à des aides auxquelles ils ont droit. Et nous ajouterons pour les 100 à 150 000 jeunes les plus en situation de précarité en Île-de-France, ceux qui n'ont ni formation, qui sont parfois sortis de leur domicile et de leur cercle familial, etc. Pour ces 100 à 150 000 jeunes, une aide supplémentaire de 150 € par mois, dont nous espérons qu'elle s'ajoutera à un RSA jeune pour les 18-25 ans. Merci Audrey Pulvar. Alexandra Dublanche, les emplois boost, 25 000 qui seraient financés par la région Île-de-France, c'est une façon de remettre en place les emplois tremplins que vous avez supprimés? Alors effectivement, nous, les emplois tremplins, on assume le fait de les avoir supprimés parce que malheureusement, au bout de quelques années, ça ne menait à rien et la personne se retrouvait à la même phase qu'au début. Donc nous, le fait qu'on arrive à créer de l'emploi ESS en Île-de-France depuis quelques années, c'est parce qu'on essaye de, vous parliez des jeunes, gagnent leur autonomie. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Déjà sur l'entrepreneuriat, on a été en partenariat avec des structures comme l'ADI pour multiplier les microcrédits pour créer de l'emploi, de l'entrepreneuriat. On est passé, nos prédécesseurs là qui ricanent, aidaient à peu près 3000 entrepreneurs par an. On a triplé ce chiffre-là. Donc des personnes qui créent leur emploi. L'ADI accorde des microcrédits pour les entrepreneurs qui veulent se lancer. C'est pour créer son entreprise, pour être autonome à terme et créer son propre emploi. Donc, en tout cas, on arrive à créer de l'emploi. Par ailleurs, c'est vrai que j'entends beaucoup parler de RSA jeunes. Si je peux finir, ça serait sympathique. De RSA jeunes, nous, c'est pas aussi notre vision. On pense qu'il faut que, encore une fois, ce revenu serve à quelque chose. Et donc, nous, c'est le RJA, le revenu jeune actif. C'est 670 € par mois pendant 6 mois. Pas du tout. C'est la seule région où il y a 670 €. Citez-moi une autre région où la personne touche 670 € par mois. Aucune.
il y a une prime de 1 000 € en Ile-de-France et 4 000 € sur 6 mois pour une formation qui recrute, parce que l'État a tendance effectivement à vouloir faire de la statistique et à diminuer les statistiques de chômage en mettant en formation, quelles qu'elles soient les personnes. Nous, on va se cibler sur les formations qui recrutent. Et ça, c'est une vraie proposition. Et la reprise d'entreprise. Au bout de 6 mois, pour avoir une forme, c'est pas les aides de l'État. L'aide de l'État, elle est de 500 €. Elle est de 500 €, vous le savez très bien, monsieur le rapporteur du budget. Elle est 500 €. Nous, on met une prime de 1 000 € pour les, en Ile-de-France, uniquement en Ile-de-France, et même de 2 000 € pour les personnes en situation de handicap. Donc, je pense que vous connaissez les chiffres. Déjà pas mal. Et effectivement, Dublanche, terminé. oui, merci monsieur. On voudrait aussi, évidemment, tout ce qui est reprise d'entreprise. On y croit beaucoup dans la période actuelle. On pense qu'on peut mettre en relation des personnes qui veulent arrêter. Je pense à des commerçants et restaurateurs et des jeunes entrepreneurs. Et donc, quand on a créé notre dispositif Entrepreneur #Leader, on a essayé de rattraper effectivement sur certains publics complètement délaissés par nos prédécesseurs. Les femmes, par exemple, qui ne représentaient que 39% des entrepreneurs accompagnés. Maintenant, on a 50%. Et on veut se mobiliser aussi sur les jeunes, notre jeunesse, qui en a terriblement besoin. Et le bilan d'Hleader, ça a permis de créer combien d'emplois ou de sauver combien d'entreprises? Ça a permis de tripler le nombre d'entrepreneurs accompagnés par an. On passe de 3 000 à 9 000 entrepreneurs accompagnés par an et on a mis à peu près 30 millions € sur ce dispositif. Merci. Laurent Saint-Martin. Les emplois boost, Laurent Saint-Martin, qu'est-ce que vous en pensez, vous, 25 000? Si ce sont des aides publiques à l'emploi, donc effectivement les anciens emplois tremplin ou contrats aidés, enfin cette famille-là d'emplois subventionnés, si ce sont des emplois qui vont là où après crise, il y a effectivement des failles de formation, des failles d'emploi, je suis pour. Mais ça demande, Madame Dublanche a raison sur un point, c'est qu'on a beaucoup trop subventionné ces emplois, que ce soit ceux de la région avant ou parfois ceux de l'État, sans vraiment se demander si des employeurs privés ne pouvaient pas embaucher eux-mêmes. Ce qu'on a vu sur les contrats aidés, c'est qu'effectivement il y a eu une baisse de ma majorité des contrats aidés qui a été, il faut regarder les chiffres, hein, c'est très parlant, les chiffres de la DARES, qui ont été totalement récupérés par des employeurs privés. C'est-à-dire que parfois, le réflexe de la puissance publique de se dire on va subventionner de l'emploi pour croire qu'on le crée est faux. Et donc ça demande une expertise, ça demande un regard très fin pour savoir, notamment dans l'ESS, et ça je veux bien tout à fait le croire, il y a des besoins spécifiques, type médico-social aussi, type vie associative, ou alors dans des territoires très ruraux, ou alors en Outre-mer, il y a des endroits effectivement où on a besoin de subventionner l'emploi public de façon au moins temporaire. Donc ça demande, je termine juste sur les emplois privés, parce qu'en réalité les structures de l'ESS juridiquement sont des structures privées. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles n'ont pas toujours les moyens de remplacer un certain nombre d'emplois aidés publiquement. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est quelle est l'incitativité de l'emploi public sur le développement d'une activité que l'on souhaite promouvoir. C'est ça qu'il faut regarder. Et trop souvent, l'emploi subventionné par la puissance publique, que ce soit l'État ou une collectivité locale, en général, s'est abstenu de cet effort d'expertise et l'a fait de façon un petit peu saupoudrage, justement. Et donc, du coup, on se retrouve avec, là, Madame Dublanche a raison, avec des gens en fin de contrat qui n'ont pas eu du tout ni une formation, ni une incitation à aller prolonger un travail dans un secteur d'activité. Donc ça demande vraiment un travail d'expertise, d'affinage qui n'a souvent pas été fait ni par une collectivité ni par l'État. Et c'est vrai que supprimer les emplois tremplins ou des contrats aidés de façon brutale, ce n'est pas non plus la solution. C'est ce que votre gouvernement a fait en 2017. Oui, parce que votre gouvernement a fait en 2017. Enfin, c'est quand même scandaleux de raconter à ce point n'importe quoi. Je viens de vous expliquer. Moi, j'étais initiateur d'un recours devant le Conseil d'État. Est-ce que vous m'avez écouté? J'étais initiateur d'un recours devant le Conseil d'État aux côtés du collectif des associations citoyennes contre la mesure de votre gouvernement du gel et de la suppression des emplois aidés. Est-ce que vous avez vu ces emplois? Il fallait le travailler et vous avez tout simplement supprimé. Et aujourd'hui, la crise dans laquelle nous sommes et nombre de mérites... dire que c'est à cause de la suppression des emplois aidés. Je pense qu'on serait bien mieux si on avait pu bénéficier de ces emplois aidés, effectivement. Clémentine Autain, les 25 000 emplois boost, quand même. La parole est à Clémentine Autain. Non mais c'est un point de vue politique. Vous avez tout à fait le droit à droite de penser que les contrats aidés politique et statistique, si vous me le permettez. C'est un choix politique, voilà. Et le choix politique, à gauche, il est simple, il est de dire que oui, la logique des contrats aidés, donc des emplois boost, que moi j'appelle emplois solidaires, doit être consolidée, confortée, relancée par rapport à l'ère de Valérie Pécresse, qui a tourné le dos à cette logique et qui d'ailleurs ne manque aucune occasion, par exemple sur le RSA, d'expliquer que le RSA pour les jeunes serait une catastrophe parce que c'est de l'assistanat. Donc, elle ne pas penser que quand on aide les plus en difficulté, ça les aide à sortir de la situation de pauvreté et de la difficulté dans laquelle ils sont, c'est un point de vue idéologique, ce n'est pas le d'autre. Mais je suis ravie que M. Laurent Saint-Martin...
si je peux terminer, je suis ravie et je prends acte que Laurent Saint-Martin, quand nous serons en responsabilité et que nous mettrons en place des emplois solidaires, monsieur Laurent Saint-Martin votera pour. Et ça me réconforte. C'est la bonne nouvelle de ce débat. Par rapport à un manque et par rapport à une faille dans la formation et dans l'emploi. C'est quand même simple. Merci Clémentine Autain. Merci beaucoup à tous les 5. Je vous propose maintenant d'aborder la dernière partie de ce débat sur laquelle nous allons accueillir maintenant Éric Forti. C'est le président de la CRES Île-de-France et il devrait nous rejoindre. Le voilà. Bonjour Éric. Alors je vais remettre mon masque parce que c'est comme ça que les choses doivent se faire quand on s'approche. Bonjour Éric, à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout simplement, vous allez à votre tour maintenant interpeller nos différents candidats. Et je sais que vous avez un document à leur remettre. Donc je vous invite à leur remettre les propositions de la CRES Île-de-France et ensuite à vous installer à ma place, d'accord ? Et je viendrai vous rejoindre après votre interpellation de 3 minutes. Je vous en prie. Merci Frédéric. Merci vraiment. Vous avez participé à un moment important pour les acteurs de l'ESS que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. C'est vrai que je préside la CRES qui regroupe des milliers d'entreprises de l'ESS. En Île-de-France, ça a été dit, je crois, c'est plus de 33 000 établissements. C'est pas rien. C'est plus de 390 000 emplois. Alors, ils se répartissent dans les différentes structures de l'ESS, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais c'est vrai qu'à la CRES, nous avons l'ambition justement participer. 7 ou 10% de l'emploi, parce que je pense que la différence, je me permets juste une insiste, 7 ou 10% de l'emploi privé. 7,5 et 7,6, nous sommes en train d'attendre les chiffres de l'Observatoire régional de l'ESS après la crise. Et en nombre d'entreprises ? 33 800 entreprises. Ce qui fait en pourcentage 2019. d'entreprises. Je ne sais pas ce que ça donnera en 2020. Je voulais juste insister sur l'importance de ce document que je vous remets là, qui est en fait l'illustration de ce que la CRES prétend développer ou a prétendu développer jusque-là, à savoir représenter les citoyens franciliens dans les démarches entrepreneuriales qui doivent être reconnues par les pouvoirs publics. Un des gènes de l'ESS historique, c'est bien celui-là, c'est cette capacité d'interpeller les pouvoirs publics pour construire dans une société civile organisée des entreprises, les développer et produire des biens, sociaux ou non d'ailleurs, puisque l'ESS n'est pas uniquement dans des secteurs dits sociaux, produire des biens et des services qui répondent aux besoins des habitants ou des acteurs entrepreneuriaux, notamment dans notre territoire francilien. Alors, ce document récapitule 11 propositions que les acteurs de la CRES ont souhaité mettre en avant, et ce sera repris dans un large document qui s'appelle le plaidoyer ESS régional et qui vous sera remis dans quelques jours, où là, on va aller un peu plus dans les détails de l'ensemble des attentes et des besoins des dirigeants d'entreprises franciliens. Pour l'heure, ces 11 propositions, vous aurez l'occasion de les découvrir, vous les avez peut-être déjà découvertes parce qu'on vous a transmis ce document il y a quelques jours déjà. Moi, j'insisterai sur une particulière qui est l'illustration de ce que je viens d'évoquer sur ce qu'on appelle la démocratie économique. L'entrepreneuriat collectif attend d'interpeller régulièrement les élus de la République pour se retrouver régulièrement, vous, futurs élus de la région Île-de-France, dans ce qu'on appelle des conférences régionales de l'ESS. Ça fait partie des espaces de construction, de co-construction, si j'ose dire, entre les citoyens entrepreneurs franciliens et les élus de la République, encore une fois, régionaux, parce que la région, c'est une entité incontournable sur le développement économique et social des territoires franciliens. D'ailleurs, à ce sujet, l'Île-de-France a quelques stigmates caractéristiques qui ne sont pas toujours glorieux. Je veux parler des inégalités territoriales qui sont dans notre territoire francilien. Ça va du fin fond de la Seine-Saint-Denis à la grande couronne du Val d'Oise jusqu'à les Hauts-de-Seine, grand territoire de développement économique s'il en est un. Tout ça pour dire qu'il nous faut absolument vous entendre sur la capacité et l'intérêt que vous porterez à l'organisation de cette conférence régionale ESS, si possible avant la fin de l'année 2021, parce que ça ne vous aura pas échappé, on sort d'une crise majeure, y compris pour les acteurs de l'ESS, qui nécessitera qu'on fasse le point sur la manière dont on va construire autrement les politiques publiques qui permettront de développer cette forme d'économie résiliente dont vous avez abondamment et largement et très bien parlé depuis 1h30. Et d'ailleurs, pour conclure, dans une de ces propositions, vous la retrouverez, comment envisagez-vous de constituer votre exécutif
Et désignerez-vous un président ou une présidente de l'ESS, délégué en tout cas à cette fonction d'interlocution régulière avec les citoyens entrepreneurs de l'ESS? Alors, comme nous arrivons à la fin de ce débat, ce que je vous propose, c'est tout simplement de prendre l'ordre inverse de votre présentation en début d'émission. Donc, je vous demande 1 minute de réponse, en commençant par Audrey Pulvar. Le temps d'enlever mon masque. Écoutez, en 1 minute, vous dire, et j'espère que vous l'aurez perçu dans mes interventions depuis tout à l'heure, à quel point ces 11 propositions que vous faites entrent en résonance avec les propositions que nous portons également. Vous savez, je ne suis pas une femme politique au sens où on l'entend, je suis une citoyenne engagée. Je fais partie de la société civile et dans Île-de-France en commun, il y a une grande part qui est laissée aux citoyens et citoyennes engagés. Et nous portons, avec notre proposition d'une assemblée citoyenne du long terme, une ambition très forte de démocratie participative et délibérative qui vient accompagner l'action de la démocratie représentative et qui vient souligner ce que vous appelez l'effervescence citoyenne et le génie citoyen. Donc ça entre totalement en résonance avec l'ensemble de vos propositions, y compris très, très concrètement dans les engagements que j'ai pris tout à l'heure, y compris celui d'avoir une vice-présidence à l'ESS. Et évidemment avec votre demande concernant une conférence régionale de l'ESS, avec l'accompagnement, la valorisation de l'ESS sur l'ensemble du territoire, cette assemblée citoyenne du long terme qui n'est pas un Césaire, qui sera une assemblée indépendante, dont l'indépendance sera garantie et qui mettra en œuvre l'expertise, le génie de la démocratie participative, de la participation citoyenne, quand il s'agira de dire si les décisions structurelles de la région vont dans les intérêts des générations futures, vont dans les intérêts du long terme, et surtout respectent le principe de non-régression, c'est-à-dire le fait de ne jamais être moins ambitieux en termes de transition écologique et solidaire, eh bien ça, je pense que ce sera un outil majeur d'accompagnement et de diffusion, de démultiplication sur le territoire des actions de l'ESS. Merci Audrey Pulvar. Alexandra Dublanche, la question d'Éric Fortier est simple. Oui. Elle est claire. Alors déjà, je voudrais commencer par vraiment remercier la CRES pour ce débat et aussi pour cet énorme travail. Vraiment, il y a beaucoup de choses dedans et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir avec peut-être une ou un candidat qui sera là la prochaine fois. Et effectivement, vous avez parlé de cette grande conférence régionale ESS. Ça va être un moment très fort parce que ça va être un moment après la crise. En tout cas, comment on va relancer en s'appuyant sur l'ESS et on va avoir besoin de vous. Donc moi, je compte vraiment sur la CRES pour cette grande conférence régionale. Et oui, elle aura lieu, on en a déjà mené ensemble. Et pour vraiment éviter un crash social, c'est vraiment notre obsession dans tout ce que nous faisons. C'est comment préserver au maximum l'emploi et éviter une précarisation qui augmente massivement avec cette crise. Donc ça, on compte beaucoup sur les acteurs, tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour encore une fois essayer d'insuffler un mouvement dans tous les territoires. Alors, il y a plein de propositions, je pense qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est vrai que bâtir un plan de relance sociale et solidaire, effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Il y a certaines de vos propositions sur la dette qui sont très intéressantes et on aura l'occasion d'en reparler. Sur le soutien patrimonial aussi via une SEM. Vous savez que je préside la SEM Île-de-France, Investissement et Territoire. Et effectivement, ça peut être intéressant d'aller aussi pour soutenir des solutions de l'ESS. Le DLA, on en a parlé récemment et il y a quelques arguments qui m'ont convaincu, pas encore à 100%, mais en tout cas, je suis prête à en reparler. Et vraiment tout ce qu'on vient de dire sur les jeunes également, avec la proposition d'insérer dans les lycées, dans l'orientation, d'initier beaucoup plus nos jeunes à l'économie sociale et solidaire. Ça aussi, je trouve que c'est une très bonne proposition. Et tout ce qui est aussi, je l'ai perdu, sur la mobilisation citoyenne, je finirai par là, et les coopérations territoriales. C'est vraiment aussi à la base de notre engagement. On a parlé du budget participatif tout à l'heure, infuser, lutter, comme vous l'avez dit, contre les fractures territoriales. Et donc, ça, c'est des propositions qu'on voudra étudier avec vous avec plaisir. Merci. Merci, Alexandra Dublanche. Vous étiez à 2 minutes, Audrey Pulvar à 1:40. Voilà, chacun mord un petit peu sur son temps. Julien Bayou. Oui, merci Eric. C'est vrai que c'est un moment de démocratie important et c'est pas
anodin que ce soit l'économie sociale et solidaire qui organise ce premier débat pour cette échéance si importante des élections régionales. Vous avez des gens qui vous ont passé un peu la pommade dans le dos. Moi, l'économie sociale et solidaire, j'y crois, j'en viens. Ma liste, la liste de rassemblement des écologistes et de la gauche également. Et pendant 10 ans, au Conseil régional, je me suis battu pour défendre l'économie sociale et solidaire, ses emplois tremplins et la critérisation des aides économiques. En face, on a une présidente de la région, Valérie Pécresse, qui a diminué le budget de 40%, qui a diminué de moitié le soutien au monde associatif et qui a supprimé ses emplois tremplins. Et je ne parle même pas de l'action du gouvernement pour qui l'économie sociale n'existe tout simplement pas dans le plan de relance, alors que la crise a révélé à quel point finalement le modèle actuel était dans l'impasse et à quel point l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire l'économie au service du bien commun, était la solution pour répondre aux 2 grands défis du siècle, la lutte contre le dérèglement climatique et le développement des inégalités. Avec Benoît Hamon, avec qui m'a fait le plaisir de m'accompagner, nous voulons passer l'économie sociale et solidaire à l'échelle, nous voulons dupliquer les innovations pour pouvoir les généraliser et nous pouvons répondre aux besoins des territoires et notamment avec ces maisons de l'économie sociale et solidaire. Je reprends à mon compte les 11 propositions. Nous pourrons en discuter dès le mois de juillet. J'insiste sur la critérisation des aides. Critérisation des aides économiques en soutien au climat, en soutien à la transition écologique, à la qualité des emplois et à l'égalité femmes-hommes. Et le soutien à l'économie sociale et solidaire pour aller chercher ces 200 000 emplois de la transition écologique. C'est l'insertion, c'est la rénovation thermique, c'est l'agroécologie, le maraîchage. C'est pour ça qu'il faut protéger les terres agricoles de Gonesse. Et c'est également la culture. Et enfin, nous mettrons en place ce schéma régional de développement de l'économie sociale et solidaire. Et si je termine par la maxime, ce qui se fait sans nous se fait contre nous, eh bien c'est évidemment avec la CRES et ses membres que nous voulons organiser ce développement et ce passage à l'échelle de l'économie sociale et solidaire en Ile-de-France. Merci Julien Bayou. Clémentine Autain. Un grand merci également pour l'organisation de ce débat et ces 11 propositions très précieuses que j'avais déjà lues et qui m'ont évidemment inspiré aussi pour ce débat. Je me permets de vous remettre, parce que je l'ai depuis ce matin, le livre que je publie au Seuil qui s'appelle « Pouvoir vivre en Ile-de-France » et qui est justement ma vision pour l'Ile-de-France et qui sort la semaine prochaine en librairie. Donc je vous le dédicacerai tout à l'heure. Et je terminerai juste en vous disant bien sûr oui sur la conférence régionale de l'économie sociale et solidaire. À mon avis, assez vite, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit se faire plutôt en septembre qu'en décembre. Et je voudrais proposer d'y mettre à l'ordre du jour une proposition que j'ai en tête, mais qui ne peut exister que si elle est affinée avec les acteurs que vous représentez, les actrices que vous représentez. C'est l'idée de relancer sur d'autres rails l'économie et donc de participer à la bifurcation sociale et écologique qu'on veut, à partir d'un investissement de plusieurs milliards d'injections dans l'économie francilienne, par le biais de chèques franciliens, qui seraient abondés par la région, mais peut-être par d'autres, par exemple à hauteur de 20%, et qui seraient fléchés sur des activités qui peuvent être des activités culturelles, mais aussi des activités de toutes sortes et des commerces qui sont des commerces socialement intéressants, véritablement utiles et de production qui soit durable et avec un modèle qui protège les salariés. Donc vous voyez le type de fléchage que l'on pourrait faire, et je pense que cette idée vertueuse pour l'économie, qui est un soutien non pas comme le propose Laurent Saint-Martin de crédit, de fonds et d'épargne, mais d'injection directe dans l'économie pour créer de nouvelles pratiques et rendre les consommateurs et les consommatrices que nous sommes véritablement acteurs et actrices de leur consommation, là où aujourd'hui, on le sait, par les centres commerciaux, par le modèle et le marketing, c'est autre chose que nous avons dans nos imaginaires et dans nos pratiques. Et pour bousculer ces pratiques, je pense que ce sont des milliards qu'il faut et que l'on peut injecter dans l'économie francilienne, mais on ne peut le faire évidemment que si on pense un tel dispositif ensemble. Et donc, merci de la proposition de conférence régionale et de travail possible ensemble. Merci Clémentine Autain. Et pour terminer, Laurent Saint-Martin. Bien, merci à mon tour de vous remercier pour cette invitation. C'est un débat très riche. Je pourrais moi aussi vous dire oui sur les 11 propositions en disant je rase gratis. Je préfère me concentrer sur 6 d'entre elles qui sont budgétées et finançables. Je pense qu'il y a 3 volets d'action très concrets à retenir. Il y a un volet urgence, on en a parlé, trésorerie des acteurs de l'ESS. C'est votre proposition numéro 3. Je la fais mienne avec cette proposition que je répète d'un deuxième étage du fonds urgence ESS que la région pourrait abonder.
Les critères et les montants pourraient être discutés, mais disons de 2 à 5 000 euros sur celles qui ne peuvent pas avoir d'autres aides. Je maintiens cette proposition. Il doit aussi y avoir un volet développement dans les enjeux à venir pour accompagner ces structures à redémarrer. Là-dessus, par exemple, on peut reprendre votre deuxième proposition, bâtir un plan de relance sociale et solidaire. C'est effectivement en lien avec une mesure d'utilisation et de mobilisation de l'épargne des franciliens à travers un fonds populaire d'investissement que je propose aussi aux acteurs de l'ESS et qui s'y prêtent tout à fait bien. Proposition 4, la démocratisation de l'accès au financement des fonds européens, on en a longuement parlé, je ne peux qu'y souscrire. Il y a vraiment besoin de mettre des moyens d'investissement pour aller capter ces fonds. Et c'est rentable, par définition. Il faut aller être beaucoup plus puissant dans cette ingénierie de projet. Proposition 10, développer une foncière régionale pour soutenir l'ESS. Oui, triple oui. Là aussi, ça peut très bien être une doctrine d'emploi du Fonds populaire d'investissement, aux côtés de la Banque des territoires notamment. Très concret et c'est finançable. Et puis, il y a un volet politique, évidemment, à tout ce qu'on s'est dit. Et c'est pour ça que les propositions 1 et 11, je les trouve très bonnes. Avoir une vice-présidence à l'ESS, à partir du moment où on dit que l'ESS est à part mais à part entière, il faut être cohérent jusqu'au bout et lui donner des prérogatives politiques et donc une feuille de route, une administration et un budget, ça c'est clair. Et puis la 11e proposition, soutenir les coopérations territoriales et leur incarnation. L'ESS, si on veut soutenir les initiatives citoyennes, on doit travailler avec toutes les collectivités. Et ça c'est extrêmement important. Et on ne peut pas être en concurrence ni avec l'État, ni avec les départements, ni avec la métropole du Grand Paris, ni avec la ville de Paris ou que sais-je, quand on est la région Île-de-France et qu'on veut promouvoir l'ESS. Donc sur ces 3 volets, je vous propose de retenir ces 6 propositions budgétées et financées. Merci Laurent Saint-Martin, merci à l'ensemble des candidats qui sont venus débattre avec nous aujourd'hui. Alors évidemment, vous nous avez exprimé vos convictions, vos engagements pour le développement de l'économie sociale et solidaire, et ce sont les électeurs qui trancheront les 20 et 27 juin prochains. Je voudrais rappeler que si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, ça n'est pas trop tard. Vous pouvez le faire jusqu'au 14 mai prochain. Et merci à Espace, bien sûr, de nous avoir accueillis ici, dans son tiers-lieu, dans son espace de coworking, vivant la réouverture du rez-de-chaussée, évidemment. Merci aussi à la CRES Île-de-France, représentée aujourd'hui par Éric Forti, pour avoir organisé cet événement. Et je vous rappelle que vous pourrez revoir ce débat sur Internet, sur le site de la CRES Île-de-France et sur le site de Mediatico.fr, le média qui redonne du sens à l'économie en vous parlant d'économie sociale et solidaire et de son actualité. À très bientôt. Merci.